Le craquement du bois sous la brume matinale, l'écho lointain des vagues contre la coque d'un drakkar, comment comprendre ces navigateurs du Nord dont la silhouette se détache entre légende et silence archéologique? Malgré les sagas flamboyantes et les récits de chroniqueurs, tant de secrets demeurent enfouis sous la mousse des tombes et les pierres runiques usées par le temps. Qui étaient vraiment ces explorateurs vagabonds dont les camps éphémères parsèment l'Atlantique? Quels récits s'effacent dans les fjords oubliés, quelles voix restent étranglées avant d'être écrites? En scrutant les fragments d'un passé lacunaire et fascinant, nous pressentons l'ombre d'un monde disparu, offert en miettes à notre imagination. Que peut révéler ce silence et que muselons-nous encore en creusant les rivages nordiques? Le vent frais du Jutland du Nord s'engouffre entre les sapins, soulevant un léger nuage de feuillage qui danse autour de deux pierres immenses dressées depuis un millénaire. Le sol humide restitue l'odeur sourde de la terre et des mousses séculaires, tandis que le croassement d'un corbeau résonne dans la brume matinale. Dans ce silence épais, deux blocs de granit apparaissent, l'un érigé par Gorm le Vieux pour sa reine, l'autre par Harold à la dent bleue pour annoncer la nouvelle foi et l'unité du royaume. Et pourtant leur message reste partiellement voilé, comme si le temps lui-même avait sournoisement effacé des fragments essentiels de leur histoire. Érigé au cœur du village de Jelling vers 965 à 970 après Jésus-Christ. Jésus-Christ, ces monolithes constituent le plus ancien témoignage épigraphique du Danemark. Le roi Gorm et sa reine, Thyra, furent célébrés par une pierre dressée en leur honneur, un geste à la fois personnel et politique, destiné à marquer leur lignée dans la mémoire collective. Quelques pas plus loin, Harald Bluetooth ordonna la seconde pierre, gravée de runes et surmontée d'une croix chrétienne. Ce geste monumentalisait son pouvoir, proclamait la conversion de son peuple et l'unité des tribus. Mais que signifiait vraiment cet acte? Quel silence dissimule-t-il derrière ces lignes soigneusement sculptées? Sur la pierre de Harald, l'inscription se lit « Harald roi, fils de Gorm, a uni tout le Danemark et tout le Norvège ». Ces mots traduisent une ambition territoriale sans précédent, mais aussi une volonté de dessiner un récit officiel. Pourtant, l'emploi de certains termes, la forme même des runes, révèle des hésitations. Les mots pour « unir » ou « royaume » n'existent pas toujours dans le dialecte viking ancien, et les runes choisies pour leur beauté symétrique soulignent davantage un effet esthétique que la rigueur d'un texte juridique. Qui, à l'époque, maîtrisait réellement l'art runique? Quel degré de conscience politique animait ces gravesures anonymes? La présence d'une croix sculptée au sommet de la grande pierre marque la transition vers la foi chrétienne, un signal hautement symbolique. Mais le vitrage du calcaire a disparu, et le contraste entre la croix et les motifs vikings apparaît aujourd'hui comme un fragment isolé, privé de sa polychromie originelle. Les peintures qui ornaient peut-être la surface, les empreintes de pigments rouges ou jaunes, se sont estompées, laissant place à un granit gris, froid et silencieux. Nous contemplons ainsi une relique partiellement blanchie, comme un visage dont les traits ont été gommés. Quel message dans sa forme originale aurait provoqué un choc plus brutal? Les archéologues n'ont retrouvé ni traces d'atelier, ni outils associés aux graveurs. Seuls quelques éclats de pierre épars témoignent d'activités artisanales. Les ateliers runiques, lieux de savoir spécialisés, restent autant de fantômes, invisibles dans le fouillis des terres agricoles. Les artisans évoluaient sans doute de nuit ou à l'abri de structures de bois désormais détruites par le climat. Qui était invité à assister à la pose de ces pierres? Seuls les élus ou un public plus large? Le geste monumental, destiné à être vu, perd une part de son éclat quand on comprend qu'il s'adressait peut-être à une minorité soigneusement triée. Au-delà de l'inscription officielle, la pierre renferme des lacunes. Aucun détail sur la vie quotidienne, sur les rites funéraires de Thyra, ni sur la nature exacte du royaume que Harald prétend avoir unifié. Aucune mention des alliances, des mariages diplomatiques ou des traités de paix. Tout ce qui n'était pas jugé digne de la figure royale resta tu, jeté dans l'ombre. Et pourtant, chaque mot et chaque espace vide composent un récit par omission. Les vides entre les runes peuvent être lus comme des marges, des silences imposés par le pouvoir pour masquer des accords fragiles ou des conflits internes. Les runes elles-mêmes, appartenant à la futarque récente de 16 caractères, révèlent une simplification linguistique destinée à favoriser une plus grande diffusion. Mais qui, au sein du peuple, savait déchiffrer ces signes? Combien d'hommes et de femmes pouvaient-ils lire la pierre et comprendre l'enjeu politique qu'elle portait? Les runes codèrent un langage de classe. Leurs gravures soulignaient l'exclusivité d'un pouvoir lettré.
Le Danemark d'alors était en grande partie analphabète, et la pierre s'adressait autant aux esprits les plus avertis qu'elle excluait un auditoire rural, qui ne pouvait accéder qu'à la symbolique visuelle sans saisir le détail des mots. À l'aube du XIXe siècle, les érudits danois redécouvrirent de Jelling à travers un prisme nationaliste, réinterprétant les inscriptions comme des preuves d'une identité danoise immuable. Pourtant, les fouilles de 1861, puis celles du XXe siècle, conduites selon des protocoles plus rigoureux, ont modifié notre regard. Les relevés les plus précis montrent des runes plus effacées, un alignement légèrement décalé, comme si le graveur s'était hâté ou improvisé face à l'urgence de la mission royale. Comment distinguer la volonté intentionnelle des défauts pratiques ? Les femmes semblent absentes de ce récit officiel. Ni la pierre de Gorm, ni celle d'Harald ne mentionnent la place des épouses royales, des mères de rois ou des conseils de dames influentes. Pourtant, des sceaux épistolaires et de rares chroniques islandaises évoquent l'importance de Thyra et d'autres femmes de pouvoir, gardiennes de traditions anciennes. Leur effacement est-il la conséquence d'une réécriture chrétienne qui effaçait les divinités féminines ? Ou témoigne-t-il d'un oubli imposé par la pierre elle-même, dédiée à une vision patriarcale du pouvoir ? La position des runes, sculptées sur la face avant, contraste avec le dos des pierres, vierges de toute gravure. Un second récit, muet, s'offre au regard qui tournerait les blocs, invitant à imaginer des fresques maintenant disparues. Des marques d'outils, de légères traces de rainures, suggèrent que d'autres images ou textes ont pu être effacés, réutilisant la surface pour de nouveaux messages. Quelles histoires secrètes furent ainsi roulées sous le tapis de l'histoire officielle ? Dans la campagne de Jelling, des tertres funéraires adjacents, aujourd'hui arasés, se perdaient parmi les champs de froment. Les ouvriers du XIXe siècle les rasèrent pour agrandir les terres cultivables. Les tombes de reines et de rois, éventrées, redevenues sol banal, n'offrent plus que des sondages incomplets et quelques rares offrandes. Le silence des ossements rejoint celui des pierres, tandis que la mémoire collective, transmise oralement, a disparu dans l'épaisseur des siècles. En contemplant ces runes muettes, nous sommes confrontés à l'irréductible étrangeté d'un passé dont les témoins conservés ont été sculptés pour être vus, mais partiellement entendus. Les contours légèrement érodés, les lettres incomplètes et la pierre polie par les intempéries nous rappellent que tout signe laissé par l'homme porte en lui sa propre victoire sur le temps et sa défaite devant l'oubli. Et c'est peut-être là, dans cet entre-deux incertain, que réside le véritable mystère. Non pas dans l'énigme d'un peuple barbare ou d'un monstre sacré, mais dans la tension fragile entre ce qui est gravé pour durer et ce que le temps s'emploie à effacer. Le secret de Jelling, alors, ne se cache pas derrière la pierre, mais dans les vides qu'elle expose. La pierre se dresse toujours, défiant le vent et la pluie, silencieuse et inébranlable, comme un portail vers un monde que nous ne pouvons qu'effleurer. Dans le prochain voyage, nous irons écouter le murmure des vagues sur les rivages de Vinland, ces terres fantômes dont les traces vikings sont à la fois prometteuses et déroutantes. Le sel de l'Atlantique Nord s'infiltre entre les planches gémissantes d'un drakkar oublié, tandis qu'une brume argentée voile l'horizon. L'air piquant porte le parfum mêlé de mousse de sapin et d'écume marine, rappelant la traversée des fjords gelés jusqu'à ces rivages mystérieux. Ici, où le vent chante entre les rochers, se joue l'écho lointain d'explorateurs venus du ciel polaire, cherchant des terres aperçues dans leurs rêves navigateurs. Quels secrets subsistent lorsque les coques ont sombré et que les sagas demeurent des fragmentaires, murmurant des récits de vertes prairies et de vignes inconnues? Selon la saga des Groenlandais, c'est Bjarni Herjolfsson qui, dérouté par la brume et les courants, aperçut les premiers contours de cette terre étrangère. Jamais ne fut posé le pied de ses compagnons, et pourtant ses paroles voyagèrent jusqu'aux halles du Groenland, comme un souffle annonçant l'inconnu. Il parle de falaises noires, de plages sableuses et d'une nature vierge, sans nom encore. Son récit, rapporté de bouche à oreille, prit la forme d'un mythe surgi de la brume, une invitation voilée à frôler des côtes vierges, sans jamais oser s'y aventurer pleinement. Pourquoi ses compagnons renoncèrent-ils à se lancer ? La peur des mers sans étoiles ou le poids d'un destin déjà scellé sous la glace ? Quelques années plus tard, Leif Erikson reprit le flambeau de la curiosité. Fils d'Éric le Rouge, il embarqua avec une poignée d'hommes, guidés par la lueur vacillante des sagas. Ils débarquèrent enfin sur une terre qu'ils nommèrent Helluland, terre des falaises bétamplates, puis Markland, terre boisée, avant d'atteindre Vinland. Le nom lui-même demeure énigmatique. Est-ce le vin sauvage ou simplement un sol fertile ?
Les lignes gravées dans la mémoire collective décrivent des vignes, grimpant sur des collines baignant dans la lumière estivale, mais les vestiges archéologiques restent muets sur ce point. Comment concilier ces visions poétiques avec une réalité souvent plus crue et plus hostile ? Le site de Lance aux Meadows, découverte en 1960 à la pointe nord de Terre-Neuve, offre le seul témoignage matériel incontestable de cette présence viking. Des fondations de bâtiments encadrés de tourbes apparaissent sous les fouilles, révélant des assemblages de bois habilement taillés. Un four rudimentaire, des enclumes d'un noir rougi par le feu et des fragments de clous de fer témoignent d'une activité métallurgique sur place. Pourtant, rien ne dévoile la durée exacte de cette étape. Un hiver, peut-être 2, avant que la caravane ne reprenne la mer. Pourquoi cet avant-poste n'a-t-il pas survécu ? Quel sort connut la petite communauté qui s'y était installée ? La notion même de Vinland flotte entre réalité et légende. Les chroniqueurs médiévaux décrivent la quête d'un breuvage fermenté, cueilli dans des vignes sauvages, mais aucune trace botanique d'espèces viticoles n'a résisté aux siècles de gelée. Peut-être le terme se référait-il à des baies abondantes ou à un sol généreux, libre de toute épine forestière. Les chercheurs oscillent entre le pragmatisme et la poésie. La toponymie viking, souvent à la lisière de l'exactitude scientifique, mêle symboles et observations. Jusqu'où les sagas ont-elles brodé la vérité pour émerveiller les convives des halles ? Les récits islandais eux-mêmes divergent. La saga d'Éric le Rouge évoque des joutes et des soirées autour d'un foyer, tandis que la saga des Groenlandais mentionne des conflits sanglants avec des peuplades autochtones, désignés par le terme Kraglaja Skrælingjar. Ces affrontements, tués par un sang par les fouilles, n'apparaissent dans aucune couche de destruction nettement datée. Les sépultures vikings locales ne révèlent ni mort violente, ni traces évidentes de grandes batailles. Le silence des ossements se heurte à la férocité des récits, invitant à douter, violence mythifiée ou conflits réels relégués à l'oubli. Les habitants de Lance aux Meadows semblent avoir vécu avec une autonomie artisanale étonnante, réparant navires et forgeant outils. Des tessons de céramique importés d'Islande, mélangés à des fragments de poterie locale, suggèrent un échange limité mais tangible. Pourtant, on n'a jamais mis au jour de reliques de l'artisanat nordique tardif, comme les broches en argent finement ciselées, si caractéristiques des colonies groenlandaises. Pourquoi ces objets de parure n'ont-ils pas traversé l'océan ? S'agissait-il d'une expédition strictement utilitaire, dépouillée de toute opulence ? Le climat joue un rôle silencieux dans cette énigme. Aux alentours de l'an 1000, le petit âge climatique médiéval amorçait un refroidissement progressif. Les hivers devinrent plus rudes, la durée des saisons de navigation plus incertaine. Les récoltes de baies, pourtant rituelles pour les sagas, pouvaient s'avérer capricieuses. Une expédition planifiée pour découvrir des terres hospitalières dut affronter un hiver sans cesse recélant de dangers. La perspective d'un retour triomphant se teinta peut-être de pragmatisme. Vaut-il mieux préserver quelques vies que de tenter l'inconnu ? Pourtant, les navigateurs vikings n'abandonnèrent pas totalement l'idée d'un nouveau foyer. Des récits tardifs évoquent entre autres des visites sporadiques, des bateaux égarés foulant le sable, puis repartant sans laisser d'empreintes durables. Les cartes médiévales, roses-santes et frêles, esquissent parfois une tache bleutée à l'ouest, nommée Terre Nové, mais leur précision en fait un langage de rêve plus que de géographie. L'absence de chroniques détaillées sur ces voyages ultérieurs appelle une question lancinante. Pourquoi ce silence documentaire ? Les grandes sagas ont été rédigées des siècles après les faits supposés, dans des monastères imprégnés de culture chrétienne. Les moines recopieurs, soucieux d'intégrer ces exploits nordiques dans une trame biblique, pouvaient remodeler les récits, miracles de vin issus du sol, visions mystiques ou avertissements angéliques. Quelle part de vérité se perdit dans ce tamis théologique ? Les manuscrits, écrits en lettres gothiques, sont eux-mêmes lacunaires, souvent raturés ou incomplets. Les parchemins, mordus par le temps, ont pu gommer les passages les plus compromettants ou divergents. Au-delà des contours de Lance aux Meadows, d'autres pistes archéologiques restent incertaines. Des silex rayés par des couteaux nordiques au Labrador, des traces de feu dans des grottes isolées, un anneau de fer isolé sur une île déserte. Chaque fragment soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Contes égarés ou reliques authentiques. Les cartes GPS modernes et les relevés géophysiques suggèrent des anomalies sous-marines, des épaves enfouies dans la vase, mais aucune n'a été confirmée. Les profondeurs, immobiles et sombres, protègent jalousement le secret de ces dracars fantômes.
Comment alors imaginer ces expéditions ? De petits groupes de 5 à 15 hommes dérivant sous les étoiles de l'ours, rivés à la coque gémissante, animés par un mélange d'audace et de nostalgie. Les visages burinés par le sel, les mains calleuses posées sur les avirons, écoutant le cri des mouettes comme un présage. Et quand ils foulèrent enfin ce sol nouveau, l'émotion dut être aveuglante. L'infini horizon, la promesse d'un monde vierge, avant que la lucidité ne les pousse à plier bagages. Les expéditions vers Vinland demeurent ainsi des traces éparses dans l'écorce de la mémoire humaine, à la fois tangible et inachevée. Le mystère ne réside pas dans la découverte de ces terres, mais dans la raison pour laquelle l'élan s'est brisé. Les sagas, mêlant poésie et pragmatisme, offrent des aperçus furtifs d'un passé brumeux, tandis que l'archéologie jette quelques projecteurs sur un panorama plus vaste. Entre les deux, un vide reste à combler, une énigme à décrypter. Dans le prochain voyage, nous plongerons sous la surface des eaux nordiques pour explorer les dracars engloutis de Skuldelev, témoins silencieux d'un peuple en quête d'horizons lointains. La dernière lueur rougeoyante du soleil s'efface derrière l'horizon du fjord de Roskilde, laissant flotter un voile crépusculaire sur l'eau immobile. Sous cette surface miroitante se cachent des formes sombres, vestiges d'un passé navral que seul le silence des profondeurs protège encore. Quelques bulles d'air prisonnières s'échappent d'un mât brisé et remontent, comme pour murmurer l'histoire d'hommes dont les coques ont sombré ici, volontairement ou par accident, il y a près d'un millénaire. Ces dracars figés dans la vase demeurent aujourd'hui énigmatiques. Pourquoi furent-ils coulés délibérément pour obstruer les routes maritimes et que révèlent-ils de la maîtrise navale viking ? Dans les années 1960, des plongeurs amateurs découvrirent ces silhouettes couchées sous une couche de boue organique, attirées par la rumeur d'un ancien naufrage. Il fallut plusieurs saisons de sondage, de relevés photogrammétriques et de plongées en eau froide pour confirmer l'ampleur du site. 5 épaves principales, toutes datées du XIe siècle, gisaient là, parfaitement conservées par l'anoxie du sédiment. Chaque coque possédait sa forme particulière, définissant un type de navire précis. De la longue barge lourde dédiée au transport de marchandises à la galère élancée, pensée pour la vitesse et la guerre. Pourtant, dans ce catalogue de silhouettes, se niche-t-on de grandes zones d'ombre. Qui décida de sacrifier ces dracars et dans quelles circonstances exactes ? Les chroniques locales évoquent une stratégie défensive ordonnée par Harald à la dent bleue. Face aux menaces du roi norvégien et aux ambitions de chefs rebelles, il aurait ordonné de couler des embarcations dans l'embouchure du fjord afin de protéger son royaume et de contrôler l'accès à sa capitale. Un acte calculé, un sacrifice d'armes et de savoir-faire maritime, destiné à préserver un pouvoir fragile. Mais comment peser cette décision entre urgence militaire et valeur économique ? Ces navires coûtaient des dizaines d'hommes-jours de travail et représentaient des trésors de bois, de fer et de savoir-faire artisanal. Les fouilleurs danois, associés à des archéologues internationaux, mirent en place un dispositif délicat. Pale-planche pour isoler la zone, pompage d'eau et relevé plongée. Peu à peu, les coques bourrant la vase, dévoilant leurs membrures parfaitement jointées, leurs chevilles de chêne enfoncées dans les planches. Chaque pièce semblait taillée sur mesure, ajustée avec une précision qui contraste avec l'idée d'un monde barbare. Les lames de hache laissaient peint des marques nettes, les crossettes de bois portaient sur l'empreinte de moules minutieux. Ces techniques rappellent un savoir millénaire transmis de génération en génération, capable de défier les océans tempétueux. Pourtant, les dracars dévoilent aussi leurs lacunes. Des planches manquent, brisées lors de l'action de coulée, d'autres sections ont souffert des courants et des coquillages. Les coutures, jadis garnies de pois et de laine, ont disparu, érodées par le temps et les micro-organismes. Aucun reste de voile ou de cordage n'a survécu. Seul un fragment de goélette rongé par l'eau salée rappelle leur passage. Et c'est précisément ce manque qui interroge. Comment fonctionnaient les voiles à double riz ? Comment se répartissaient les postes d'aviron ? Et quelle était la discipline des équipages ? Les coques silencieuses ne nous diront jamais tout. Les dendrochronologues, spécialistes de la datation par les cernes de croissance, plongèrent leur loupe dans chaque éclat de chêne. Ils découvrirent que les arbres avaient été abattus dans diverses régions de Scandinavie, peut-être même des forêts de Sibérie orientale, puis acheminés au gré des courants et des caravanes terrestres. Chaque planche recelait un climat révolu, des hivers rigoureux succédant à des étés tempérés. Les variations de croissance gravaient un récit climatique, aujourd'hui crucial pour comprendre les conditions maritimes affrontées par ces navires.
Mais dans ce livre de bois restent des pages manquantes. Aucun anneau de l'an 1020, par exemple, n'a survécu. Un hiver particulièrement cruel, peut-être, a annihilé la trace de ces années. Lorsque les épaves furent remontées, l'émotion gagna l'équipe. La carène de la plus grande coque, appelée Skjoldelev II, mesurait plus de 30 mètres de long, témoignant d'une capacité à transporter des guerriers, des chevaux et des butins. Les pigments rouges, encore perceptibles sur quelques planches, laissaient deviner une décoration soignée, symbole d'une puissance affichée. Pourtant, l'absence de gravure ou de marque personnelle soulève un paradoxe. Ces navires, bien que majestueux, semblaient dépourvus d'identification individuelle, comme s'ils étaient voués à l'anonymat face au devoir souverain. Que cela dit-il de l'identité collective viking ? L'air humide du fjord se mêle au parfum enivrant de la tourbe fraîchement extraite, tandis qu'une légère brume flotte au-dessus des fouilles d'Osberg. Le craquement régulier des planches sur la berge réveille l'écho des navires ensevelis, qui reposent sous la vase depuis plus d'un millénaire. Sous ce voile de mousse et d'herbes sauvages gît un trésor oublié, lové dans une coque monumentale. Un caveau funéraire dont le secret se révèle par éclats, comme une constellation d'objets scintillants dans la pénombre d'une chambre de bois. Découvert en 1904, ce navire-tombe fascinait déjà les paysans qui déterrémentaient la colline près de Tønsberg, en Norvège. Lorsque les archéologues levèrent les planches de la coque en chêne, ils découvrirent non pas un guerrier couronné, mais deux femmes soigneusement disposées face à face. Les squelettes, lissés par le temps, reposaient en eux sur un lit de planches sculptées, comme deux gardiennes d'un royaume englouti. Une offrande élitiste, surprenante par son caractère double et l'absence totale d'armes. Quel mystère se cache derrière ce choix funéraire ? La structure même du navire séduit par son ampleur. Plus de 20 mètres de long, une quille taillée avec une précision rare, des membrures courbées en perfecte symétrie. À l'intérieur, un véritable sanctuaire domestique prenait forme. Une charpente secondaire supportait un toit de planches déposées, formant une chambre close. Autour des deux défunts, un mobilier somptueux s'alignait. Un traîneau richement décoré, un chariot miniature, un châssis de litière, des coffres garnis de tissus, de barattes et de seaux. Chaque pièce semblait soigneusement choisie, telle une offrande destinée à prolonger la vie au-delà de la mort. Les textiles, plus délicats que la pierre, constituent l'un des énigmes majeures d'Osberg. Des milliers de fragments de laine, lin et soie émergent encore, brodés de motifs complexes où se mêlent entrelacs géométriques et silhouettes d'animaux. Les pigments rouges et jaunes, proches de l'ocre, ont presque disparu, ne laissant qu'un souffle coloré sur les étoffes. Des bannières damassées, aux chevrons réguliers, recouvraient les cercueils. Pour les spécialistes, ces motifs évoquent à la fois une maîtrise technique exceptionnelle et des symboles religieux pré-chrétiens dont le sens précis demeure indéchiffrable. Quel rituel accompagnait ces drapés cérémoniels ? Quel chant accompagnait le glissement des étoffes ? Au-dessus de la coque, deux têtes d'animaux sculptées surgissent, l'une menaçante, l'autre apaisée. Une bête fantastique dont l'œil creux dévisage le ciel. S'agit-il d'un protecteur guide, d'un démon domestiqué, ou simplement d'un motif ornemental ? Le contraste entre ces effigies et le confort somptueux du caveau surprend, comme si deux mondes se côtoyaient, l'un sacré et chthonien, l'autre familier et chaleureux. Quel récit ces figures racontaient-elles aux initiés qui franchissaient dans l'entrée du navire funéraire ? L'identité des deux femmes est tout aussi mystérieuse. Les ossements révèlent des âges différents, l'une approchait de la trentaine, l'autre de la soixantaine. Une mère et sa fille, deux reines ou prêtresses ? Les rares inscriptions runiques, gravées sur l'un des pieux de la chambre, ne livrent que des initiales partielles, insuffisantes pour tarifer le lien familial ou social. Certains chercheurs évoquent la présence d'une souveraine légendaire, d'autres suggèrent le sacrifice rituel d'une servante fidèle, dont le destin se serait attaché à celui d'une matriarche. Dans ces ossements reposent plusieurs vies, tuées par la pierre et la tourbe. Parmi les objets, l'absence de toute arme choque encore davantage. Aucune épée, aucun séax, pas même un poignard enfoui dans la litière. Les seules lames retrouvées sont domestiques. Un couteau à découper les victuailles, un grattoir pour peau, quelques haches de menuisier. Les sceptiques y voient dans la marque d'une sépulture de haut rang où l'on valorisait le pouvoir social plutôt que la prouesse guerrière. Peut-être l'une des deux femmes n'était-elle pas une guerrière, mais une dirigeante dont l'influence se tissait dans les tissus et la diplomatie, plus que sur les champs de bataille. La tourbe a préservé la coque, mais elle a aussi englouti une partie des détails. Les liens en cuir qui retenant le mobilier se désagrégèrent, entraînant la chute de certaines pièces.
Des traces de champignons lignivores ont rongé les sols, effaçant des inscriptions gravées à la hache. Les parfums d'huile sacrée répandus sur le bois et les tissus se sont évaporés depuis longtemps, laissant un vide sensoriel en échange. Seules quelques fioles en verre colorées témoignent des essences importées de Scandinavie et d'Orient. Quels aromates trouvait Andras auprès de ces femmes? Dans l'eau trouble, on découvrit aussi des fragments d'armes, pointes de lance, fragments de boucliers et même quelques haches à manches courts. Ces outils, éparpillés près des cales, laissant imaginer une activité précipitée, un abandon hâtif. Aucun corps n'a été retrouvé, hormis quelques ossements animaux probablement utilisés pour les rations de voyage. Le site manque de victimes humaines, pourquoi n'a-t-on pas enveloppé d'armes les flancs sur un des coques pour y laisser des restes de guerriers? Les foules guerrières vikings, c'est bien connu, laissant parfois derrière elles des tombes improvisées sur les rivages. Ici, rien. La muséographie moderne, dans le musée de Roskilde, replace aujourd'hui ces épaves dans une vision patrimoniale. Les dracars sont reconstruits à l'identique, matés et hissés sur pilotis, prêts à accueillir des visiteurs éblouis. Des ateliers de charpentiers redonnent vie aux techniques perdues, réapprenant à courber le bois, à tisser la proue en forme de bêtes stylisées. Ces ateliers, lieux de renaissance du geste viking, bruissent d'étincelles et de chants comme un contrepoint joyeux à l'obscurité historique. Mais cette reconstitution, aussi fidèle soit-elle, reste un simulacre. Le bois neuf ne porte pas la mémoire des tempêtes ni l'odeur du sel ancien. Les chercheurs s'interrogent sur le sens de cette récupération muséale. Rend-on justice à l'ombre des hommes qui ont vécu ces voyages, ou banalise-t-on un monument de guerre en objet touristique? L'ombre de ces dracars engloutis se projette sur chaque visiteur, mais l'émotion qu'ils suscitent est-elle un écho sincère du passé ou simplement un spectacle convenu? La frontière entre célébration et sanctuarisation du patrimoine viking apparaît floue, comme la ligne d'horizon qu'ils arpentaient. Peu savent que la fosse aux dracars a livré aussi un fragment de lyre, probablement emporté pour divertir les guerriers lors des longues traversées. 2 cordes, béantes et cassées, subsistent encore enchâssées dans l'argile. Ce vestige minuscule est une fenêtre sur la vie quotidienne, sur les mélodies partagées avant le combat ou pour conjurer la peur de la mer. Comment s'élevaient ces chants au-dessus du clapotis, et quels poèmes accompagnaient la crainte du destin? Les sagas, elles, n'en rapportent aucune. Dans l'obscurité bleutée des hangars du musée, les coques reposent sous des lumières soigneusement réglées, comme pour prolonger le mystère. Les visiteurs passent, admirent l'architecture navale, puis s'éloignent, laissant derrière eux un sentiment d'étrangeté inachevée. Les coques vides semblent interroger chaque regard. Qu'attend-on des pierres, du bois et de l'histoire? Les dracars de Skuldeleve ne livrent pas une histoire complète, mais un kaléidoscope de signes à assembler. Ainsi, sous la surface du fjord, les dracars scorbutés par la boue restent à la fois des trésors et des énigmes. Ils sont les reliques d'une stratégie défensive, d'un sacrifice de matériaux précieux, d'un art naval surpassant parfois ce que racontent les récits épiques. Pourtant, ils taisent le nom de leurs constructeurs, le visage des rameurs et les prénoms des chanteurs de lyre. Ils ne lèvent d'aucun coin du voile sur un monde révolu, où la maîtrise des flots se mêlait à l'incertitude du destin. Dans le prochain voyage, nous plongerons plus avant dans le trésor silencieux d'Osberg, où s'entrelacent prestige funéraire et secret d'un luxe caché. Les fouilles que de 1904, empreintes d'une méthode propre à leur époque, privèrent la nécropole de sa stratigraphie complète. Les archéologues retirèrent les objets sans toujours noter leur position exacte, se fiant à des croquis sommaires plutôt qu'à des relevés tridimensionnels. Certains coffres furent vidés, les tessons jetés sans précaution et les planches démontées hors contexte. Aujourd'hui, les conservateurs s'efforcent de reconstituer la chronologie de l'inhumation en analysant la microfaune et les poussières de sol, mais l'ombre d'une lacune persiste. La mémoire du sol a été en partie effacée par les gestes humains. Exposé dans le musée des navires vikings d'Oslo, l'Osberg suscite un émerveillement mesuré. La pièce maîtresse, le navire en reconstruction, trône sous un dôme de verre, tandis que les objets accompagnant les défunts reposent dans des vitrines faiblement éclairées. Les visiteurs, guidés par un parcours thématique, croisent un traîneau richement sculpté, un peigne en os finement ciselé, et une charrette miniature dont les roues semblent pouvoir reprendre vie. Mais la scénographie, plus didactique que mystérieuse, gomme parfois l'aura funéraire, transformant le caveau en simple exposition exposition ethnographique.
Quel équilibre entre pédagogie et préservation du silence originel? Au-delà de l'enveloppe matérielle, Oseberg reste une énigme quant à la place des femmes dans la société viking. Pourquoi une tombe d'une telle opulence leur fut-elle réservée? La rareté des sépultures féminines similaires évoque un statut exceptionnel, mais trop peu de traces subsistent pour définir leur rôle précis. Ont-elles été reines, matrones ou gardiennes de rites païens? Leurs noms se sont dissipés, absorbés par la tourbe en même temps que leur corps. Leur pouvoir demeure invisible, suggéré par l'éclat des objets, plutôt que clairement articulé par des textes. Chaque objet, des seaux finement tournés au coffre décoré, interroge notre rapport au luxe et à la mémoire. Le trésor silencieux d'Oseberg ne parle pas directement. Il murmure dans la disparition des pigments, dans l'usure des poignets, dans l'écart entre la tombe et l'histoire écrite. Il révèle un monde où la beauté se conjuguait à l'éphémère et où la trace la plus précieuse se dissipait dans la brume nordique. Dans le prochain voyage, nous écouterons la voix ténue des Skjaldmø, ces guerrières effacées par les chroniques dont les récits persistent à l'orée des légendes. Dans l'ombre tamisée d'une grande salle viking, le parfum âcre du fer flotte encore dans l'air, mêlé au crépitement lointain d'un feu de tourbe. Les silhouettes des convives se dessinent sur les murs de pierre, tandis qu'une voix grave chante l'épopée d'une femme armée d'une hache, défiant l'ordre établi. Et pourtant, dans la mémoire officielle, le rôle de ces combattantes reste réduit au silence. Peu de pierres gravées, peu de mentions dans les chroniques chrétiennes et des tombes où le fer disparaît au profit des bijoux. Les Skjaldmø, ces dames du bouclier, semblent n'avoir jamais existé au-delà des vers des Skalds. Pourquoi la trace d'une présence pourtant proclamée dans certaines sagas s'efface-t-elle au contact des fouilles et des textes? Dans la saga des Gilles, une femme nommée Sona Torek s'empare du bouclier et se jette dans la mêlée aux côtés de guerriers, son cri se mêlant à la fureur du combat. Plus célèbre encore, Freydis Eiríksdóttir, fille d'Éric le Rouge, surgit à Vinland brandissant sa hache dans un acte de violence qui sauve son campement. Ces récits, tissés de mots tantôt héroïques, tantôt moralisateurs, laissent bon percevoir l'existence de femmes défendant leur honneur et leur foyer. Mais lorsqu'on fouille la terre de Norvège ou d'Islande, les épées se reposent majoritairement à côté de squelettes masculins, et les sources se font discrètes. Ces guerrières, réelles ou symboliques, nagent dans un entre-deux, figures de légende ou acteurs oubliés d'une histoire plus nuancée. Plusieurs sépultures offrent néanmoins des indices troublants. À Björkö, en Suède, une tombe richement pourvue d'armes, d'armures légères et de pièces de harnachement contenait le squelette d'un individu dont le sexe ne fut identifié qu'après analyse osseuse. L'absence de décoration guerrière typique, remplacée par des amulettes et un collier de perles, interroge: s'agissait-il d'une femme reconnue pour sa bravoure, mais honorée selon un code différencié? Les stigmates de blessures cicatrisées sur certains os laissent songer à un entraînement martial. Pourtant, la plupart de ces découvertes restent sans classifier Kotak comme une école sépulture de prestige, sans mention expresse de rôle combattant. Un voile épais recouvre la réalité. La discipline, l'art du combat et la bravoure féminine semblent étouffés par les normes sociales ultérieures. Les scribes chrétiens, souvent à l'origine des manuscrits conservés, ont pu participer à cette occultation. Le modèle de la femme guerrière heurtait la vision patriarcale et cléricale d'une société ordonnée. Les rédacteurs des sagas, plus soucieux d'inscrire les récits dans une trame empreinte de valeurs chrétiennes, ont parfois affadi, corrigé ou supprimé les passages évoquant des femmes en armes. Les premières copies du XIIIe siècle montrent des ratures et des incises là où des érudits ont pu estimer ces épisodes contraires à l'enseignement moral. Le manuscrit d'Arna Magnéan, par exemple, présente des marges blanches autour de certaines sections, comme si l'on voulait effacer la flamboyance d'une femme se dressant face à l'ennemi. Pourtant, l'art viking conserve quelques empreintes de ces figures. Sur certains objets en argent, on discerne la silhouette d'une femme tenant un bouclier rond. Les bractéates exhumés en Allemagne, sans certitude d'origine nordique, représentent des personnages féminins en posture de lutte ou de garde, évoquant à la fois des déesses et des mortels. L'iconographie officielle reste rare, fragmentaire, probablement parce que ces représentations ne devaient pas être exposées au regard de tous, mais réservées à un cercle initié. Chaque ornement, chaque motif enveloppe la Skjaldmø dans une aura d'exception, offrant aux initiés un signe discret de leur présence passée. Les comparaisons avec d'autres sociétés celtiques et germaniques renforcent cette piste.
des reines guerrières comme Boudica ou Cartimandua offrent un parallèle où la femme, chef de guerre, occupe une place reconnue, voire célébrée. Chez les anglo-saxons, la fameuse tombe de Sutton ou, initialement attribuée à un roi, recelait des objets tellement riches que certains suggérèrent narrant la présence d'une femme de haut rang. Les femmes nordiques pouvaient-elles donc incarner un rôle semblable ? Le silence relatif des sources scandinaves contraste avec la luxuriance des épopées anglaises, comme si les contours de la Vardlökur, ces chants féminins protecteurs, s'étaient en dissipés dans le froid des fjords. La question prend une dimension rituelle. Les Skjalmø ne sont peut-être pas que des combattantes, mais aussi des figures sacrées intermédiaires. Les textes islamiques évoquent des prêtresses du Nord, associées à la guerre et à la prophétie, capables de sonder l'avenir avant la bataille. Ces femmes, liées au culte païen, auraient pu être disqualifiées par la christianisation, leurs fonctions sacrées diabolisées ou pieusement oubliées. Les runes elles-mêmes, portées par quelques initiés, révèlent une maîtrise ésotérique. Les fragments de charme runiques, retrouvés dans des tombes féminines, suggèrent un savoir guerrier enveloppé d'occultisme, la guerre comme rituel, la hache comme symbole de pouvoir sacré. Pourtant, les chercheurs demeurent divisés. Certains considèrent la Skjaldmø comme un pur artefact littéraire, une image spectaculaire destinée à magnifier quelques récits. D'autres, fouillant les archives osseuses et réexaminant les strates archéologiques, évoquent un rôle plus vaste, peut-être ponctuel, mais bien réel. L'ombre de ces femmes affleure dans les analyses isotopiques, où les marqueurs d'activité physique rivalisent avec ceux des hommes. Dans le silence des labos, la chair carbonisée raconte une résistance plus subtile que celle des épées. Mais le manque de consensus scientifique alimente une autre énigme. Pourquoi hésite-t-on encore à reconnaître ces combattantes ? Dans la pénombre des manuscrits et sous la vase des cimetières, les Skjaldmø persistent comme un écho lointain. Elles habitent dans les interstices de l'histoire, ces blancs laissés dans les récits et les strates archéologiques. Leur présence se devine plus qu'elle ne se dévoile, les récits fragmentés dessinant la silhouette d'un monde où les femmes pouvaient endosser l'armure, puis retourner à l'ombre de la société. Dans le prochain voyage, nous scruterons les sagas lacunaires de l'Est, à la recherche des pas effacés d'explorateurs et de rois dont les fragments de récits se perdent dans la steppe et les steppes. Une brume légère s'attarde sur les eaux calmes de la Volkhov, où les jonques de pierre du vieux Novgorod semblent flotter dans un rêve éveillé. Le murmure du vent dans les bouleaux se mêle à l'écho lointain du commerce échangé sous la brillance d'une lune pâle. C'est ici, aux confins du monde scandinave, que les hommes ont tracé des routes vers l'Orient éternel. Pourtant, les récits qu'ils ont laissés, les sagas qui décrivent ces voyages lointains, se terminent souvent en plein milieu d'une phrase, comme si l'encre avait déserté le parchemin ou que la mémoire s'était rompue. Pourquoi ces chroniques, porteuses d'images fascinantes, demeurent-elles si fragmentaires, suspendues entre l'aube et la nuit ? La saga d'Ingvar le Voyageur, jadis contée autour des feux de la Scandinavie, nous emporte vers la mer Caspienne et les palais léopardés de la Perse. Ingvar part en compagnie de 1000 guerriers, traversant les fleuves glacés, affrontant des déserts de poussière et des cités flamboyantes où résonnent des langues inconnues. Dans le manuscrit du XVe siècle, les derniers chapitres manquent. On ne sait pas si Ingvar trouva un trésor, s'il conquit un trône ou s'il périt sous le soleil brûlant. Son sort reste suspendu dans le vide des pages arrachées. Quelles vérités précieuses ont été gommées ? Quel murmure s'est perdu entre l'Orient et l'Ouest ? D'autres récits, comme la Vigfusson saga ou la saga d'Arni le Pieux, promettent dans des descriptions de caravanes orientales et de marchés aux épices, mais s'interrompent brusquement au seuil d'un campement cerné de longs parasols colorés. Dans les archives de l'Islande médiévale, les parchemins sont souvent rongés par l'humidité, les manuscrits dispersés lors de la chute de Stockholm ou détruits par la main de collectionneurs qui ignoraient leur valeur historique. Chaque fragment perdu réserve son énigme. Combien de pages ont été sacrifiées pour servir de reliure ? Combien de versets ont été simplifiés, tronqués, avant d'arriver jusqu'à nous ? Pourtant, des traces matérielles confirment quelques escales lointaines. Des dirhams arabes et des pièces byzantines émergent de fouilles russes, mêlées à la terre grise des dépôts fluviaux. Ils témoignent d'un commerce intense, d'un va-et-vient de marchands et de guerriers, mais sans lien direct avec les noms évoqués dans les sagas. Les fouilles de Gniezdovo, sur la rive de l'ancienne rivière Dniepr, ont mis au jour des tombes mixtes, renfermant épées nordiques et bracelets orientaux.
Pourtant, aucun document ne relie formellement ces découvertes aux aventures d'un héros viking précis. La poussière de l'histoire recouvre encore le nom de ces voyageurs. La chronique de Jean Skilitses, dans son récit des empereurs byzantins, mentionne des varègues patrouillant sur le Bosphore, armés de casques boucliers. Mais il évoque rarement leur provenance scandinave, préférant les présenter comme de simples auxiliaires du Basileus. Les sagas, quant à elles, célèbrent ces mêmes hommes comme figures mythiques, drapés dans le prestige des combats funéraires. La dissonance entre les sources orientales et nordiques soulève un paradoxe. Qui récitait la version authentique? Les scribes grecs, soucieux de glorifier Constantinople, ont-ils édulcoré la part viking? Les poètes scandinaves, en quête de légende, ont-ils amplifié un service militaire pour le transformer en quête épique? Dans la saga de Herveur et du légendaire Tyrfing, on mentionne des expéditions du nord jusqu'aux portes de l'empire de Kiev, des forêts profondes de la Carélie au marché grouillant de Novgorod. Le récit transporte le lecteur au cœur d'une intrigue familiale, mêlant trésors maudits et lignées maudites. Mais à mi-parcours, quand Herveur s'empare de l'épée endormie dans une tombe oubliée, le texte s'achève abruptement. Les dernières pages ont disparu depuis des siècles, peut-être rongées de par un feu, peut-être dissimulées dans une collection privée. Que contenait la prophétie finale? Quel secret de famille s'est volatilisé? Les annales monastiques d'Islande, lentes à recopier ces textes, ne mentionnent que quelques vers biographiaques. Un roi viking qui mourut dans un lit d'herbes aromatiques à Novgorod, un marchand enseveli dans le commerce de la fourrure. Mais ces notes gothiques, griffonnées dans les marges, n'apportent ni date exacte ni nom complet. Elles illustrent l'indifférence relative à ces voyages périlleux inscrits entre les obligations religieuses et les récoltes agricoles. Une brèche s'ouvre. Pourquoi ces pèlerinages guerriers furent-ils considérés moins nobles que les croisades en Terre Sainte? L'oralité, pilier de la tradition viking, a pu corriger certains manques ou en créer d'autres. Les skalds, ces poètes de cour, chantaient vent se pointait sur la croupe des chevaux les exploits des aïeux. Mais l'arrivée du christianisme imposa un nouveau modèle de récit, où la page devait désormais s'abreuver de formules bibliques, reléguant les poèmes païens au rang de superstition. Les scribes transformèrent les vieilles sagas, remplaçant les invocations aux anciens dieux par des bénédictions chrétiennes. Quel chant primitif s'est tu? Quel secret runique a été gommé? Pourtant, des fragments subsistent, comme des éclats de miroir dans un souterrain obscur. Des vers isolés, gravés sur des pierres en Russie blanche, font allusion à des navires bardés d'acier, à des contrebandes d'ivoire, à un roi viking agenouillé devant le grand prince de Kiev. Ces inscriptions, souvent incomplètes et difficiles à dater, offrent un contrepoint direct aux sagas retravaillées des monastères islandais. Mais qui prendra le temps de recoller ces tesselles? Qui aura l'audace de confronter ces langues mortes à la science moderne pour leur redonner voix? Ainsi, dans l'interstice entre le manuscrit et la pierre, entre l'encre et la mousse des ruines, se cache l'âme éparse de ces explorateurs de l'Est. Les sagas lacunaires ne sont pas seulement des textes mutilés, elles sont le reflet d'un monde en tension, où l'oralité, la croyance et le pouvoir interfèrent pour façonner une mémoire partielle. Que devons-nous chérir davantage? Ces récits inachevés, Stemamaen, qui invitent à l'imagination, ou les maigres traces archéologiques, rigoureusement datées mais silencieuses. Dans le prochain voyage, nous chercherons à lever le voile sur les trésors perdus de Knut le Grand, ce roi scandinave devenu monarque d'Angleterre, dont les artefacts mystérieusement disparus nous parlent encore d'une cour à la frontière de deux mondes. Une brise marine chargée d'iode caresse la pierre humide du port d'Exeter, là où autrefois les navires vikings accostaient sous le regard méfiant des moines dans leurs robes de bure. Le claquement des mâts contre les vergues résonne encore dans l'imaginaire collectif, tandis que l'ombre de Knut le Grand plane sur ces quais en ruine. Roi d'Angleterre, de Danemark et de Norvège, souverain d'un empire tout juste tissé, Knut fascine autant qu'il échappe à la compréhension. Ses palais somptueux, ses trésors fastueux, tout semble avoir sombré dans l'oubli, englouti par les eaux du temps. Quels joyaux ont disparu avec son règne? Lorsque Knut parvint à la cour d'Édouard, le confesseur en 1017, il débarqua avec une escorte de 60 dracars, étincelant de reliefs dorés et de rinceaux sculptés. Les vestiges d'un bateau retrouvé près de Sandwich, mêlés à des éclats de mâts peints de motifs d'argent, témoignent de cette flotte prestigieuse. Pourtant, aucun inventaire détaillé des biens qu'il apporta n'a traversé les siècles.
Ni les coffres de perles, ni les écrins de gemmes, ni les alliances gravées de runes et d'inscriptions latines. Ces objets luxueux, symboles de son pouvoir, ont été dispersés, fondus ou vendus, comme si l'on avait voulu effacer la mémoire d'un roi à cheval sur 2 mondes. Les chroniqueurs saxons de l'époque racontent les fastes de la cour de Knut, festins où s'alignaient plats épicés importés de Méditerranée, couverts en argent ciselé, pétales de roses séchés déposés sur des nappes de lin fin. Mais ces récits, rédigés plusieurs décennies après sa mort, mêlent vérité et légende. Certaines descriptions évoquent dans des pierreries, traversant la pénombre comme des étoiles, d'autres mentionnent des coffrets estampés d'une croix chrétienne et d'une rune nordique. Où ces objets ont-ils été fabriqués ? Dans un atelier de York au mélange d'influences ou dans une forge danoise scellée par le sceau royal ? L'un des artefacts les plus énigmatiques est sans doute la bague d'Ethelstan, citée dans la Vita Elfredi. Cette pièce en or massif, ornée d'un saphir bleu et d'inscriptions gravées en vieil anglais et en runes, aurait été offerte en signe d'alliance. Le saphir venu des mines orientales contrastait avec la lourdeur du métal nordique, symbolisant l'union fragile de 2 cultures. Mais lorsque la cour normande s'empara du trône, en 1066, ce joyau disparut. Certains affirment qu'il fut caché aux portes de Winchester, d'autres qu'il fut refondu pour orner la couronne de Guillaume le Conquérant. Quel destin a réellement connu cet anneau à la croisée des mondes ? Plusieurs trésors religieux semblent également avoir été subtilisés ou détruits. La croix pectorale en or et émail, découverte en fragments près de Gloucester, portait une inscription latine invoquant Christus regnat. À ses angles, de petites plaquettes de jaspe portaient d'ensorter des runes qui évoquaient la protection des anciens dieux. Cet objet, à mi-chemin entre sacramental et païen, témoigne d'une adaptation du christianisme par Knut. Pourquoi tant d'éléments ont-ils été délibérément arrachés ? La réforme ultérieure a-t-elle voulu purifier l'Église d'une hybridité jugée scandaleuse ? L'abbaye de Peterborough, fondée par Knut en 1032, recelait un fabuleux trésor monastique. Calices en étain doré, patènes aux gravures narratives, coffres sculptés de scènes bibliques et runiques. Les fouilles du XIXe siècle ont mis au jour quelques fragments de ces objets, noyés dans la terre riche du cloître. Mais la Révolution anglaise, en 1538, emporta tout sur son passage, dispersés chez des antiquaires anonymes, fondus pour payer les soldats ou détruits par des iconoclastes. Seule subsiste une patène en argent, défigurée, conservée à la British Library. Raconter son histoire, c'est reconstituer un trésor épars, Amazone d'une mémoire lacunaire. Les ornements vestimentaires portés par Knut lors de son couronnement en 1027 à Bath demeurent un autre mystère. Les sources mentionnent une tunique de velours pourpre, brodée de fils d'or et de perles orientales, et une cape de soie damassée, doublée de peau d'hermine. Pourtant, aucune pièce vestimentaire de cette époque n'a été authentifiée. Les collections du Victoria and Albert Museum comprennent quelques fragments textiles dus à la découverte de tombes princières, mais rien ne permet de les relier formellement au roi viking devenu souverain anglo-saxon. Entre les légendes des chroniqueurs et le silence des musées, se tisse la question : quelle part de la réalité se cache derrière les récits somptueux ? Dans la forteresse de York, construite sous l'autorité de Knut pour contrôler le nord de l'Angleterre, on a retrouvé des monnaies à son effigie. Séatas en argent, estampillées d'une croix celtique et d'un monogramme royal. Ces pièces, frappées en série limitée, servaient à financer les mercenaires vikings et à asseoir son autorité. Beaucoup de ces monnaies furent pensées en remployées par les Normands, frappées à nouveau ou fondues pour créer de nouveaux deniers. Certains trésors monétaires, cachés dans des pots de terre cuite, attendent encore d'être découverts sous les champs de York. Quels coffres de monnaie dorment sous la glaise ? Au-delà des objets précieux, le plus grand trésor de Knut résidait peut-être dans sa bibliothèque. Manuscrits enluminés, rouleaux reproductibles et codex rassemblés dans les scriptoria qu'il encouragea. Malheureusement, les incendies de l'abbaye de Gloucester en 1058 ont consumé ces volumes rares. Quelques feuillets, recollés par des moines plus tardifs, rescapent dans les marges des manuscrits de Cambridge. On y trouve des extraits d'Isidore de Séville, mêlés à des schèmes runiques censés protéger le lecteur. Ces feuillets, à demi effacés, révèlent l'éclectisme intellectuel d'un roi au carrefour des traditions. Quel savoir s'est définitivement volatilisé dans les flammes ? Knut le Grand, tel qu'il apparaît dans la poésie skaldique, portait toujours sur lui un pendentif en forme de mors de cheval, symbole de sa force guerrière et de son ascendance danoise.
la pierre turquoise enchâssée, d'origine afghane, scintillait sous le ciel anglais. Cette amulette dite de Gelling aurait été perdue lors d'une escarmouche entre Portsmouth et Southampton, écrite dans quelques vers d'une saga tardive. Les archéologues maritimes n'ont jamais trouvé la moindre trace de ce pendentif dans les mascarets de Lampshire. Était-ce un récit ornemental ou bien le vestige d'une relique aujourd'hui engloutie ? Le mystère des trésors de Knut réside peut-être dans leur dispersion volontaire. Roi itinérant, il voyageait sans cesse entre ses palais et ses camps militaires. À chaque déplacement, il confiait ses biens au gardien local, dispersant ainsi son patrimoine sur l'ensemble de son empire. À sa mort en 1035, ses successeurs remodelèrent la carte politique. La mémoire du roi viking fut morcelée avec ses biens, transformant son héritage en une mosaïque d'objets orphelins. Les chercheurs d'aujourd'hui ne font que rassembler des tessons, détaillant la silhouette d'un monarque dont le royaume n'existe plus que dans les récits les fragmentés. Pourtant, la quête de ces trésors perdus ne se résume pas à un inventaire d'objets manquants. C'est la recherche d'une compréhension plus large. Comment un souverain scandinave a-t-il su mêler l'artisanat nordique, le goût saxon et les influences méditerranéennes ? Quels réseaux commerciaux lui ont permis l'échange de pigments, de soie et de pierres ? Et surtout, quelle vision du monde habitait cet homme, capable de gouverner 3 royaumes ? Les trésors perdus de Knut le Grand ne sont pas que joaillerie et métal. Ils sont la clé d'un pont culturel à reconstituer dans l'ombre. Dans le prochain voyage, nous nous tournerons vers Constantinople pour suivre les pas des Varegs, ces gardiens nordiques au service de l'empereur, dont les récits oscillent entre obligations militaires et légendes byzantines. Un souffle marin s'insinue dans les ruelles étroites de Constantinople, portant l'odeur mêlée des épices et du goudron frais. Sous le soleil oblique, les mosaïques dorées de Sainte-Sophie scintillent, tandis qu'au loin résonne le cliquetis des armes contre les dalles de marbre. C'est ici, à la croisée de 2 mondes, que régna la garde d'élite des Varegs, ces guerriers du Nord dont les dracars avaient tué et glissé depuis les fjords jusqu'au Bosphore. Leur présence reste pourtant une énigme. Que savons-nous vraiment de ces hommes hagards sur le seuil de l'Orient ? Comment ont-ils vécu ce passage brutal du froid polaire au luxe impérial ? Recrutés dès la fin du Xe siècle par l'empereur Basile II, les Varegs devinrent le bouclier vivant du trône byzantin. Leurs haches énormes et leurs boucliers ronds les distinguaient des cataphractaires montés et des archers orientaux. Toutefois, les chroniques des Grecs se limitent dès souvent à de brèves mentions, quelques lignes admiratives ici, un exploit isolé là, sans jamais nommer un seul guerrier par son nom nordique d'origine. Les sagas von scandinaves, de leur côté, rapportent à mots couverts les aventures de Hardeknut ou de Harald le Hardy, mais s'interrompent là où l'archéologie commence. Quel récit silencieux se perd dans cet entrelac de sources incomplètes ? Le périple des Varegs vers Constantinople s'apparentait à un véritable odyssée. Ils partirent des rives de la Baltique, descendèrent la Volga ou le Dniepr, franchissaient des portages éprouvants à travers la steppe et se risquaient dans les fastes de la capitale byzantine. Chaque halte dans une cité carolingienne ou un marché slave produisait des rencontres de langues et de coutumes. Pourtant, aucun journal de bord viking ne nous est parvenu, si tant est qu'il en ait existé. Les routes qu'ils tracèrent se dissolvent dans la poussière des portes fluviaux, laissant comme seuls témoins quelques monnaies et des fragments de barbe figés dans le bronze. Arrivés à Constantinople, les Varegs découvraient un monde d'un raffinement insoupçonné, palais aux colonnes marbrées, festins saupoudrés de safran, fresques à perte de vue. Ils logeaient pente au cœur du palais impérial, derrière les murailles ornées de fresques chrétiennes et païennes, veillant sur un empereur dont le visage doré paraissait flotter dans la pénombre. Aucun des Norvégiens ou Suédois enrôlés n'a laissé de mémoires écrites en vieux norrois sur ces salons opulents. Le seul écho de leur vie quotidienne provient de quelques graffitis runiques gravés dans la pierre des tours, aujourd'hui à moitié effacés par la soif des touristes. Leur rôle dépassait la simple protection. Les Varegs servaient soit d'infanterie de choc en campagne, gardaient les trésors impériaux et assuraient la surveillance des prisons secrètes sous la citerne basilicale. L'empereur confiait à ses étrangers l'accès à ses appartements privés, une marque de confiance sans équivalent dans son armée. Pour autant, les Byzantins redoutaient leur loyauté vacillante. Les rixes entre Varegs et Myrmillons, ou contre des mercenaires arabes, sont mentionnés en passant. Mais les détails manquent. Comment géra-t-on ces affrontements au sein même du palais ?
quelles sanctions étaient infligées lorsqu'un guerrier nordique brisait l'ordre impérial. Les échanges culturels sont tout aussi fragmentaires. Les fouilles de Koraplak ont livré quelques fibules en argent aux motifs scandinaves, ainsi que des perles de verre colorées que les Varegs rapportaient comme butin. À Stockholm, on a trouvé des fibules byzantines, mêlées à des armes vikings, signe d'une circulation inverse. Pourtant, aucun inventaire précis de ces richesses n'a survécu. Étaient-elles cadeaux diplomatiques, paiement de soldes ou pillage ? L'ambiguïté de leur statut se reflète dans le silence des registres impériaux où l'on parle de mercenaires, sans jamais détailler l'origine ni la nature des biens échangés. Sur le plan rituel, les Varegs mêlaient des traditions nordiques à des pratiques chrétiennes. Certains portaient au cou des amulettes runiques, incrustées de glyphes censés protéger du mal, tout en assistant aux offices dans les basiliques. Les chroniqueurs byzantins se montrent méprisants, qualifiant ces pratiques de superstitions barbares. Mais l'archéologie offre des ouvertures. Quelques pendentifs en forme de marteau de Thor ont été découverts dans des tumulus de Galice, à proximité d'anciennes routes de pèlerinage. Quelles prières murmurait-on-ils avant d'entrer dans la fosse commune ou de brandir leur hache contre un usurpateur ? La plus grande lacune demeure le destin des Varegs à la chute de Constantinople en 1204. Quand les croisés s'emparèrent de la cité, beaucoup s'enfuirent ou furent massacrés dans la confusion. Les rares réminiscences de leur sort reposent sur des anecdotes ponctuelles, des bandes de guerriers nordiques errant dans les faubourgs, vendant leurs armes pour acheter la fuite ou l'oubli. Aucune gazette byzantine ne raconte leur dernier combat pour sauver la citerne. Ces soubresauts représentent pourtant la fin d'un chapitre unique de collaboration entre Vikings et Byzantins. Au fil des siècles, la légende des Varegs se déforma. En Scandinavie, on grava quelques pierres runiques relatant le retour de mercenaires enrichis, mais l'on ignorait qu'ils avaient servi un empereur dont la dynastie régnait sur un monde que les Vikings appelèrent Miklagor, la grande cité. Les colophons tardifs des manuscrits scandinaves mentionnent un roi vêtu de pourpre, entouré de guerriers à casque doré, mais ces récits, remixés à la sauce épique, n'offrent guère de précision historique. Le mélange du rêve et de la mémoire forme une brume épaisse sur ce chapitre. Aujourd'hui, quelques vestiges sont exposés au musée archéologique d'Istanbul. Fragments de haches à émouchoir, vikings, lames marquées d'inscriptions grecques, ce qui témoigne de l'hybridité des armes. Mais l'éclairage tamisé des vitrines ne réussit pas à ranimer les visages camphrés des soldats du Nord. Le visiteur ne peut que deviner les histoires individuelles, les amitiés nouées au détour d'une allée du palais, les peurs éprouvées lorsqu'un jour l'empereur cessait de sourire. La vérité historique, elle, reste prisonnière de ces quelques éclats de métal. Les Varegs de Constantinople continuent de hanter l'imaginaire, oscillant entre mercenaires sans foi ni loi et gardiens dévoués d'un empire millénaire. Leur présence est attestée, mais leur humanité se cache derrière un voile d'ombre. Quels chants chantaient-ils dans la nuit ? Quelles histoires gravaient-ils dans le bois de leurs dracars ? À jamais, ils symbolisent un pont fragile entre deux mondes dont les échos se mêlent dans les profondeurs du temps. Dans le prochain voyage, nous remonterons la route commerciale pour débusquer les marchands invisibles de Birka, ces négociants silencieux qui forgeaient l'étoffe des échanges entre Scandinaves et étrangers. L'aube rosit doucement la surface tranquille du lac Mälaren, tandis qu'une brume légère s'élève entre les roseaux, capturant l'odeur âcre du goudron et du cuir fin. Sur l'île de Björkö, où le soleil perce à peine la canopée de bouleaux argentés, s'élevait jadis Birka, carrefour silencieux des chemins de ferveur nordiques et des routes de commerce mondiales. Les maisons dressées sur pilotis, aujourd'hui rasées à la hache, laissent à peine deviner l'effervescence passée. Hommes et femmes négociaient lingots d'argent, fourrures somptueuses et perles de verre importées, sans jamais laisser leur nom dans un parchemin. Comment retracer la mémoire de ces négociants, invisibles aux yeux de l'histoire, dont le destin s'est effacé entre les planches et le ciel ? Les fouilles menées depuis la fin du XIXe siècle ont révélé un plan urbain organisé. Rues de terre battue, maisons à pans de bois et quais de pierres grinçantes. Pourtant, aucun registre de transactions ne fut jamais retrouvé. À la place, la terre restitue des milliers de tessons de poteries arabo-saxonnes, des éclats de silex utilisés pour trancher les toupes et des centaines de balances rudimentaires au plateau de bronze poli. Ces instruments témoignent d'un commerce régi par le poids plus que par les cris, et d'une confiance tacite entre partenaires venus de terres lointaines. Les marchands en vérité signaient leur contrat par le frémissement des pièces d'argent, non par l'encre sur le vélin. Les dirhams arabes,
frappées dans les ateliers omeyyades et abbassides, abondent dans la couche archéologique de Birka. Ces monnaies, usées et souvent brisées, servent écran de métal d'appoint. On les fondait, les coupait, les mélangeait pour composer un hag silver universellement accepté. Il circulait comme un langage international. Au nord, ces pièces résonnaient en sang du tintement des souks de Bagdad et des caravansérails de Samarcande, évoquant des parfums de musc et de safran. Et pourtant, derrière chaque dirham se cache un nom inconnu, un atelier oublié, une transaction muette. Comment reconstituer le visage de ces intermédiaires quand tout ce qu'ils ont laissé est un tronçon de métal corrodé ? Les fourrures de ziblan et d'ours recherchées dans les contrées de l'Est représentaient traint en l'un des fers de lance du commerce birkotien. Les traces d'outils sur les peaux, découvertes dans des fosses à déchets, montrent une découpe soignée, destinée à conserver l'épaisseur du pelage. Ces fourrures, suspendues sur de simples perches, pouvaient valoir des quantités considérables d'argent. Les marchands, souvent de conditions modestes, s'en remettaient à un système de crédit informel. L'échange se faisait à terme sur la foi d'une promesse prononcée devant des témoins. Aucune inscription n'en subsiste, comme si la parole, fragile et intangible, suffisait à sceller l'affaire. Parmi les marchandises, on recense aussi des perles de verre syriennes, importées en chapelet décrivant des nuances de bleu et de rouge profond. Ces trésors minuscules ornant les coiffes et les colliers des élites de Scandinave, tout en circulant dans les échanges plus humbles. Les fragments de ces perles, retrouvés mêlés à la cendre des foyers, soulignent un paradoxe. Leur éclat témoignait d'une opulence d'exception, mais la plupart furent brisés pour être redistribués lors de fêtes ou de mariages. Aucune archive ne relate ces rites d'éclatement festif, où l'éclat se consumait en danses éphémères, où se situe la frontière entre commerce et rite social. Les graines d'épices, micro-restes préservés par la tourbe, révèlent que la présence sporadique de graines de coriandre et d'anis importées de l'Empire carolingien ou même d'au-delà des Alpes. Leur présence dans des vases de pierre montre un goût précoce pour les saveurs étrangères. Pourtant, aucun manuel de cuisine n'a traversé les âges. Ces graines énigmatiques, prisonnières des alvéoles céramiques, n'ont jamais été accompagnées d'un mot sur les gestes culinaires. Leurs usages se devinent dans les tests chimiques, mais restent muets quant aux traditions gastronomiques élaborées à Birka. L'absence de guildes officielles n'aide pas à démêler cette toile silencieuse. À l'inverse des cités marchandes de la Méditerranée, Birka ne semble pas avoir possédé de corporations reconnues ni de chartes datées. Les négociants se regroupaient probablement par affinité ethnique ou par liens familiaux, tissant un réseau de confiance fondé sur la dette et la réputation personnelle. Ce système informel n'a laissé derrière lui que des trous dans la chronologie, des tessons isolés et des silex de mortaise marqués de la suie des torchières téléportatives. Comment nommer un ordre social dont on ne possède ni nom ni registre ? Les études isotopiques menées sur les squelettes exhumés ont mis en évidence des individus non originaires du lac Mälaren. Certains portent le marqueur d'une origine baltique, d'autres d'un climat plus méridional, probablement la Prusse ancienne. Leur présence sur l'île confirme un brassage humain, mais non leur trajet précis ni la nature de leur activité. Ces visages venus d'ailleurs n'avaient pas toujours la stature d'un guerrier. Des indices de pathologie liés au transport de charges lourdes, des ostéophytes aux chevilles, montrent que des femmes et des hommes portaient en les coffres et les ballots, invisibles auteurs du mouvement marchand. Les fouilles ne peuvent que chuchoter leurs récits. À Birka, quelques maisons d'angle furent dotées d'une pièce centrale, parfois isolée par une cloison de bois, sans porte visible. Les archéologues les interprètent comme des celliers de valeur, sanctuaires domestiques où l'on enfermait les biens précieux. Les scellés de cire ou de résine, pressés sur des tablettes d'écorce, n'ont laissé aucune trace durable. Ces cachettes intimes, invisibles dans le cadre de la ville, gardaient l'essentiel hors du regard de l'administration royale, préfigurant un type de stockage privé. Quels contrats, quelles armes secrètes s'y dissimulaient, non ? Les récits étrangers, comme ceux des marchands vénitiens ou saxons, mentionnent Birka comme un port de passage, sans jamais citer de nom de négociant. Les sources arabes parlent de « île des peuples du Nord », décrivant un festival annuel où des hommes échangeaient des esclaves, de l'ambre et du miel. Ces textes, traduits maladroitement, se contentent d'évoquer une atmosphère, les feux sur le rivage, les tentes éclairées, sans jamais nommer le moindre marchand. La documentation est un kaléidoscope de génériques, les peuples du Nord, les navires, les forêts. Où sont passées les identités individuelles ?
Dans le silence de Birka, les marchands demeurent des personnages sans visage, flottant entre la brume des îles et lançant des bazars lointains. Leurs transactions, méticuleusement enregistrées par le poids et la mesure, n'ont pas été gravées dans la pierre ni transcrites sur le parchemin. Les vestiges qu'ils ont laissés, monnaies corrodées, perles éparses, outils cabossés, témoignent d'un monde en réseau reliant le Nord à l'Orient, sans que jamais un nom propre n'orne un mémoire. Dans le prochain voyage, nous sonderons la pierre énigmatique de Kensington, mystérieuse relique viking, découverte en Amérique, dont les inscriptions défient encore la logique des chroniqueurs et la science des linguistes. Le froid mordant du printemps américain se glisse sous la manche d'une chemise à carreaux, tandis qu'un fermier suédois creuse un fossé dans la terre fertile du Minnesota. La lame de sa pelle heurte soudain une surface dure, presque polie par le temps. Il retire la terre humide et découvre une dalle de grès gravée de symboles étranges, mi-nordiques, mi-indéchiffrables. Dans ce silence immobile des grandes plaines, l'air semble se figer autour de cette relique solitaire, porteuse d'un mystère millénaire. C'était en 1898, près de la bourgade de Kensington, qu'Olofeman, aidé de son fils, remonta cette pierre dans un geste d'émerveillement silencieux. Les contours de la dalle sont aujourd'hui légèrement émoussés, mais ces gravures, creusées à la pointe d'un outil métallique, ont résisté aux intempéries et à l'usure du froid. Aucun autre fragment n'a jamais été mis au jour dans les environs, rendant ce vestige à la fois unique et isolé. La surface du grès mesure environ 1 mètre de haut sur 50 cm de large. Les runes, disposées en 7 lignes, mêlent caractères nordiques anciens et signes inattendus qu'aucun expert ne parvint à rattacher avec certitude à une futarque connue. Les traits sont nets, espacés de manière régulière, évoquant le geste délibéré d'un graveur expérimenté. Et pourtant certains signes semblent flirter avec l'alphabet médiéval tardif, tandis que d'autres apparaissent comme des simplifications modernes. Rapidement, le texte fut translittéré. 8 gulli, fiori alla fuer Westfold, Jésus, Rei. Cette série de mots, fragmentaires et lacunaires, conduisit à des traductions divergentes. 8 tomes de Göteborg, au-delà du détroit, avec l'aide du Créateur, ou encore Voyage de 8 guerriers fidèles, guidés par la foi. Chaque tentative de reconstitution offrait une lueur de sens, mais aucune ne comblait entièrement les lacunes. Les linguistes du début du XXe siècle notèrent plusieurs anomalies frappantes. L'usage simultané de runes anglo-saxonnes et de variantes scandinaves tardives rendait improbable une origine viking d'avant l'an 1000. Certains caractères semblaient issus de stèles croisées en Europe continentale lors de migrations postérieures, voire carrément forgées au XIXe siècle. Qui dès lors avait sculpté cette dalle? Un explorateur médiéval ou un immigrant nostalgique cherchant à faire revivre la gloire de ses ancêtres. Les archéologues soulignèrent l'absence étonnante de tout autre vestige nordique dans un rayon de plusieurs kilomètres. Aucun fragment de poids, aucune attache métallique, aucun simple éclat de fer n'était venu corroborer la présence d'une expédition scandinave ancienne. Les fouilles environnantes ne révélèrent que des outils agraires et des tessons de faïence européenne du XIXe siècle, attestant d'une colonisation bien plus récente. Comment relier ce monolithe à un contexte archéologique cohérent? Les historiens partagés hésitent entre 2 hypothèses. Certains, séduits par un récit d'aventure nordique méconnu, évoquent un petit groupe d'explorateurs voguant par inadvertance sur les grands lacs avant de s'installer timidement. D'autres insistent sur le manque de témoins matériels et pointent le caractère folklorique de cette découverte. Un canular peut être perpétré par Öhman lui-même, héritier d'une culture suédoise avide de tradition. Les défenseurs de l'authenticité rappelaient toutefois que la pierre fut présentée dès 1900 à l'American Scandinavian Society, où des professeurs de runologie reconnurent d'un certain trait authentique. Il sortit ensuite des publications universitaires, encouragées par l'élan patriotique des communautés nordiques du Midwest, soucieuses d'affirmer leur héritage. Mais ces interprétations, souvent publiées dans des revues à tirage limité, peinèrent à convaincre la majorité des archéologues américains, qui réclamaient des preuves plus robustes. Au fil des décennies, la pierre changea de main et de musée, échappant parfois aux registres officiels. Elle disparut un temps, volée d'un petit musée local, pour réapparaître quelques mois plus tard, légèrement fendillée et recouverte d'une couche de poussière grise. Les autorités n'ont jamais élucidé ce vol, et certains murmures évoquent la main d'un collectionneur privé, désireux de taire toute expertise éclairée.
Le silence qui entoure cet épisode alimente encore le mystère. Les analyses modernes, utilisant la spectrométrie et la datation par luminescence, apportèrent sur quelques éclairages contradictoires. Le grès affiche une patine compatible avec plusieurs siècles d'exposition à l'air libre, mais l'usure des gravures correspond davantage à quelques décennies. Les chercheurs concluent que l'inscription pourrait avoir été faite puis recouverte volontairement de pigments naturels pour en accélérer l'oxydation. Un geste conscient pour donner à la pierre une patine trompeuse. Malgré cela, l'absence de traces de pigments colorés ou de résidus d'outils modernes sur la dalle elle-même rend la thèse du faux plus complexe. Peut-être l'outil de gravure fut-il soigneusement lavé, peut-être la créature du mensonge maîtrisait-elle parfaitement la science des matériaux, à moins qu'un geste authentique n'ait simplement subi un processus naturel imprévisible, préservant la netteté des runes tout en modelant la surface du grès. En quête de réponses, certains groupes d'historiens amateurs organisèrent des expéditions le long des rives voisines, scrutant les berges à la recherche de vestiges complémentaires. Éclats de haches, fragments de torchis, céramique nordique. Rien ne fut trouvé, mais chaque battue renforçait la tension mystérieuse du récit, un monolithe livré à lui-même, seul vestige tangible d'une aventure oubliée. Les musées locaux, soucieux d'attirer les visiteurs, n'hésitent pas à mêler provenance authentique et légendes romancées. Sur une étiquette, on lit parfois « dalle runique viking », tandis que des audioguides chuchotent des récits de marins nordiques défiant le lac gelé, espérant découvrir de nouveaux mondes. Ces scénographies séduisantes gomment la rigueur scientifique au profit de l'émotion, ajoutant une couche de fiction à une énigme déjà dense. Pourtant, l'essence même de la pierre de Kensington réside peut-être dans cet entrelac d'authenticité et de mythe. Elle symbolise la frontière ténue entre ce que nous souhaitons croire et ce que le passé a réellement tracé pour nous. Entre la quête documentée et l'élan poétique, la dalle incarne un fragment d'histoire suspendue, invitant à une enquête où chaque certitude se mue en question. Les débats se poursuivent aujourd'hui dans des universités réputées, alors que des passionnés publient des articles en ligne proposant des traductions plus audacieuses, liant les runes à des sectes chrétiennes primitives ou à des expéditions franciscaines de l'Ouest. Mais aucun consensus n'émerge, et peut-être n'en sortira-t-il jamais. Le fragment subsiste, intactement fragmenté, défiant toute tentative de synthèse. Face à cette pierre posée au musée d'Alexandria, au milieu d'artefacts paysans et de vestiges de la conquête de l'Ouest, le visiteur ressent un vertige tranquille. Il s'approche, effleure le grès froid du bout du doigt et scrute les signes espérant percer un secret. Mais ce qu'il comprend, c'est qu'il n'y aura pas de vérité unique. La pierre ne livrera qu'autant de réponses que Dieu pour la contempler. Dans le prochain voyage, nous élargirons notre regard aux routes secrètes du commerce nordique, filant entre fjords et estuaires pour traquer les fils invisibles qui hantent jadis les mondes vikings et lointains. Après avoir sondé la dalle de Kensington, vestige solitaire d'une mémoire scandinave perdue, notre regard revient aux eaux agitées et aux rivages discrets où s'élançaient jadis les dracars silencieux. Les marchands vikings ne suivaient pas seulement les grandes voies maritimes, marquées par les récits et les cartes. Ils traçaient dans l'ombre des itinéraires secondaires, tapis entre les falaises et les banques de vases, défiant les autorités locales et échappant aux péages imposés par les rois. Ces routes secrètes, tissées de côtes découpées et de rivières capricieuses, dessinèrent un archipel mouvant de comptoirs clandestins et de haltes furtives. Le long des rivages du Skagerrak, plusieurs chenaux étroits, à peine repérables par les observateurs non avertis, servaient de lieu de passage détourné. À marée haute, la mer recouvrait les bancs de sable, transformant des bras de mer en corridors invisibles à l'œil des sentinelles. Les dracars à coque légère glissaient alors dans un silence feutré, leurs avirons presque immobiles, évitant les phares de pierre où trônaient Gradanti, le gardien du péage. Ces voies d'eau, documentées seulement par quelques journaliers anonymes dans des archives de contes locaux, laissent aujourd'hui peu de traces dans le paysage, hormis quelques pieux pourris qui affleurent encore à marée basse. Au cœur de la Baltique, l'archipel du Gotland offrait un autre réseau de relais secrets. De petites îles abritant des entrepôts enfouis sous la mousse, où l'on dissimulait les butins d'ambre brut, de fourrure et de copeaux d'ivoire de morse. Ces dépôts servaient enfin à équilibrer les cargaisons. Un retour chargé de vins de Champagne ou d'anis de Méditerranée devait être compensé par des marchandises nordiques, sans éveiller les soupçons des ferriers saxons. Les sagas mentionnent un tas à mots couverts en quand ses proches n'en
ces roches aux reflets d'ambre, gardiennes de fortunes éphémères, mais ne donnent ni nom ni localisation. Les archéologues ont parfois retrouvé dans des trous de poteaux rongés des tessons de céramique carolingienne mêlés à des éclats de métal scandinave, vestiges d'échanges illégaux. Plus à l'ouest, sur la côte de la Manche, la baie de Mont-Saint-Michel fut un point névralgique. Les Vikings y débarquaient sous couvert de l'orage, utilisant les marnages extrêmes pour franchir les bancs sapants de vase. Ici, l'enjeu n'était pas seulement les pilleurs de monastères, mais les négociants à l'affût. Ils échangeaient leurs fourrures contre du sel, des tissus fins et des perles de Venise. Les registres monastiques de Dole, ébauchés par quelques moines timorés, évoquent de rôder navires furtifs, confondus avec la brume, mais restent muets sur l'identité des marchands qui signaient leur pacte dans la pénombre des celliers. À l'est, le réseau fluvial des Russes reposait sur un équilibre délicat entre portage et passage de barques. Les rivières Dniepr et Volkhov reliaient à la Baltique à la mer Noire, transformant un voyage de centaines de lieues en une succession de haltes secrètes. Au point de portage, on enterrait parfois des alliances ou des pactes sous un cairn de pierre, un geste rituel scellé dans l'ombre, avant de transporter les navires d'un cours d'eau à l'autre. Les fouilles de Kouïev ont mis au jour des coffres partiellement calfatés, preuve d'un commerce organisé mais sans étiquette explicite. Chaque borne runique gravée entre deux chaînées marquait un arrêt, un accord tacite dont il ne reste plus que des fragments d'os d'animaux sacrifiés. Les marchandises d'un vêtement traversaient aussi des ponts terrestres invisibles. Entre les estuaires, des chemins muets s'enfonçaient dans la forêt, parcourus par des convois d'hommes et de femmes portant des ballots de fourrure et de cire d'abeilles. À la faveur de la nuit, ces cortèges longeaient dans des haies vives, contournant les patrouilles royales et les villages soumis à péage. Les fouilles le long de la Vistule ont livré des séries de jantes de chariots et de fer à cheval, isolées comme si une halte brusque avait surpris une caravane pressée. Les traces d'usure sur ces objets témoignent de passages répétés, d'un trafic constant malgré l'absence de routes balisées. Sur certaines îles isolées de la mer du Nord, des grottes marines servirent de caveaux pour entreposer les cargaisons précieuses. La paroi calcaire, humide et creusée par l'érosion, abritait des tonnes de fourrures, parfois protégées par un simple toit de branchage. Les marées hautes isolaient dans ces paradis du commerce, ne laissant que quelques heures chaque jour pour déposer ou reprendre une cargaison. Les récits insulaires parlent de cavernes aux fourrures où le vent hurlait comme une bête, gardienne des secrets commerciaux. Mais la majorité de ces cavernes restent inaccessibles, noyées sous les vagues gonflées par les tempêtes. Les marchands nordiques introduisaient aussi par ces voies occultes des animaux rares, le castor pour la qualité de sa fourrure ou l'ours blanc, ramené en trophée. Les sagas les évoquent comme des bêtes de l'île sans nom, dont la simple odeur attestait d'un lointain ancrage dans un monde plus froid. Ces créatures pétées métaphoriques, à mi-chemin entre le commerce et le rêve, servaient de monnaie d'échange pour obtenir des esclaves, des bijoux byzantins ou du parchemin importé. Le commerce viking ne se limitait pas aux métaux et aux peaux, il portait aussi un imaginaire, un désir de lointain, échangé contre la soie et la poudre d'encens. Le caractère clandestin de ces routes se double d'une géographie sacrée. Certains chemins étaient un temps jalonnés de stèles runiques destinées à protéger le voyageur, gravées de foinves et de formules ésotériques, empruntant aux deux traditions païennes et chrétiennes. Les porteurs de charges, le jour de la Saint-Jean, gravaient un symbole sur le tronc d'un chêne, vestige d'un ancien culte, censé garantir un passage sans encombre. Ces rites, transmis oralement de père en fils, n'apparaissent dans aucune chronique officielle. Ils persistent aujourd'hui dans les toponymes de forêts et de bocages, où subsistent des noms comme Passe-Chêne ou Croix des Marchands. Les infrastructures ont parfois disparu, mais le cœur du secret demeure dans le sous-sol. Les géophysiciens modernes, armés de sondes et de radars, repèrent des anomalies dans la vase et l'argile, traçant des fossés disparus, des pieux enfouis et des quais engloutis. Ces relevés subaquatiques dévoilent un réseau plus dense qu'on ne l'aurait cru, révélant des lignes droites de pieux alignés, utilisés comme guides de navigation. Pourtant, sans fouilles ciblées, ces faisceaux de bois restent des ombres sur un écran de données, murmures d'un monde enfoui. Les routes secrètes du commerce nordique ne racontent pas seulement le trafic de biens. Elles dévoilent la tension entre le visible et l'invisible, entre le pouvoir monarchique et l'audace individuelle. Les rois exigeaient prendre des droits de passage. Les marchands répondaient par la ruse et l'adaptation, jouant des marais, des rivières et des forêts pour préserver leur liberté.
À travers ces chemins dissimulés se tisse le récit d'une société en mouvement, faite d'entraide et de défis, où chaque cargaison porte en elle le risque et la promesse d'un monde plus vaste. Dans le prochain voyage, nous plongerons dans les vestiges fugaces de Lance aux Meadows, à l'extrémité occidentale de l'expansion viking, pour entendre les échos d'une colonie éphémère dont le silence obstiné défie toujours l'archéologie. Le souffle glacial de l'Atlantique Nord s'engouffre d'entre les bornes de tourbe, soulevant un nuage de particules humides qui se dissipent dans l'aube grise. Au bord du rivage érodé de terre neuve, des fouilles ajourées laissent apparaître des fondations sommaires, des murettes de pierre et des monticules de terre indistinctes. Le site de Lance aux Meadows, découvert en 1960, offre un panorama éphémère d'une colonie nordique pressée, installée pour quelques hivers seulement. Les vestiges, fragilisés par le climat extrême et l'usure des saisons, racontent une présence fugace que le temps semble vouloir effacer à mesure que l'herbe drue reprend ses droits. L'histoire commence dans les sagas. Leif Erikson et ses compagnons auraient enfoulé ses rivages vers l'Anmil, explorant une terre qu'ils nommèrent successivement Helluland, Markland et enfin Vinland. À Lance aux Meadows, les archéologues ont mis au jour 5 cabanes semi-enterrées dont les murs de tourbe reposaient sur des soubassements de pierre. À l'intérieur des foyers en pierre, des clous de fer encore éclatés de rouille et quelques tessons de céramique importés d'Islande témoignent d'un habitat rudimentaire mais actif. Pourtant, aucun graffiti ni aucune inscription runique n'a survécu au-delà de simples éclats de charbon mêlés à la terre. Qu'a-t-on oublié d'écrire dans ces murs étroits, face au vent mugissant et aux vagues déchaînées? Le plan directeur du site révèle une organisation fonctionnelle. 3 cabanes alignées, près de la côte, une 4e plus en retrait et une 5e plus petite, vraisemblablement réservée aux artisans. Les fouilleurs ont identifié un atelier de forge sommaire, où des fragments de scories et de fer forgé indiquent donc que l'on réparait sur place haches et outils. Mais le lieu manque de stock visible de lingots ou de déchets métallurgiques massifs, un artisanat de réparation plutôt que de production. Peut-être ces hommes prévoyaient-ils un retour rapide vers le Groenland ou l'Islande sans installer de véritables industries locales. Le climat hostile dès l'automne contraignait les colons à planifier soigneusement chaque déplacement. Les couches sédimentaires indiquent des hivers rigoureux, avec des gels tardifs au printemps et des brouillards persistants. Les archéologues ont retrouvé des traces de la construction de haies de tourbe, visant à abriter les foyers des rafales et à conserver la chaleur. Les cabanes devaient être largement enfouies, avec seulement le faîte du toit perçant la surface, comme autant de tombes cachées. Dans ces conditions, la vie quotidienne relevait d'un défi permanent. Accumuler suffisamment de bois, pêcher et chasser le caribou, sans compter sur des cultures stagnantes. Quel récit peut surgir dans la lueur vacillante des lampes à graisse quand les hivers s'étiraient en mois de pénombre? À côté des cabanes, un stockage de pétrole de phoque en fût d'écorce laissait imaginer une précaution extrême, réserver une source de lumière et de combustible pour les longues nuits arctiques. Des morceaux de diaphane de pierre ponce, probablement utilisés comme polissoir, jalonnent le site, témoignant d'un travail de finition que l'on ne retrouve guère ailleurs. Les artisans cherchaient à maintenir leurs outils à un niveau de grain fin, assurant la précision du travail du bois et de la réparation des bateaux. Pourtant, aucun fragment de voile, de corde ni de tresse de chanvre n'a survécu, laissant un vide dommageable sur la compréhension des techniques nautiques employées. Les fouilles ont livré également des objets de la vie domestique. Un broc en cuivre martelé, des restes de faune marine et terrestre, des os de morse et de castor, mélangés à des restes de saumon. Les analyses isotopiques confirment un régime alimentaire diversifié, mêlant pêche littorale et chasse ponctuelle, probablement guidée par des autochtones. Mais aucune sépulture viking n'a été retrouvée sur le site, comme si les colons, face à la mort, avaient un temps porté leurs morts vers d'autres lieux ou pratiqué des inhumations éphémères hors de la zone fouillée. Où reposaient-ils, ces hommes et ces femmes que la mer ou la neige auraient fauchés? La présence possible de contact avec les peuples autochtones, les Beothuk ou leurs ancêtres, suscite encore le débat. Certains artefacts, comme quelques fragments de pointes de flèches taillées dans une pierre locale, pourraient résulter d'un échange culturel. D'autres chercheurs y voient rarement la trace d'emprunts tactiques. Les Vikings auraient adapté leurs outils à la disponibilité des matériaux, utilisant la pierre et l'os locaux sans nécessairement commercer.
Les sagas, muettes sur ces rencontres, laissent planer l'image d'affrontements parfois croqués en quelques vers, parfois seulement esquissés par un silence prudent. Quels dialogues se nouèrent dans ces lumières vacillantes, au bord de la toundra. Le site, pourtant unique en son genre, n'a pas livré de stèles runiques ou de menus ouvrages brodés dont la finesse aurait résisté. Aucune pièce de parure, aucune inscription sur os ou bois n'a traversé le tempête de la tourbe. L'absence de tout artefact identifiant un prénom ou une famille laisse un halo d'anonymat autour de ces vestiges. On sait qu'ils ont posé là leurs outils, connaissant la brièveté de leur séjour, mais non pas qui ils étaient là. Avaient-ils commencé à creuser un fossé défensif, craignant un raid autochtone, ou avaient-ils simplement décidé de s'en aller quand l'hiver s'annonçait trop rude? Les vestiges de l'atelier de forge offrent un chantier de réflexion supplémentaire. Si l'on a réparé des haches et affûté des lames, c'est sans doute pour faciliter la réparation du bateau qui devait les ramener. Les silex importés d'Angleterre, découverts en quantité infime, semblent plus symboliques qu'utilitaires. Ces traces d'outils étrangers rappellent que les colons pensaient revenir avec des cargaisons, peut-être de tissage ou de peau, mais qu'ils ont renoncé. Le manque de traces de tissage ou de poterie locale sophistiquée confirme qu'ils n'ont pas installé d'artisanat durable. Les fouilles plus récentes, conduites dans une optique de conservation in situ, cherchent à préserver les restes organiques en injectant des polymères dans la tourbe pour éviter l'effondrement des structures. Cette méthode coûteuse révèle la fragilité du site. La moindre exposition à l'air libre risque de dégrader rapidement les bois et les restes osseux. Le musée collaboratif de Lance aux Meadows, situé à quelques kilomètres, propose une reconstruction de 2 cabanes avec des charpentes neuves et des outils fidèlement reproduits. Mais cette reconstitution muséale, aussi immersive soit-elle, ne remplace pas la force énigmatique des vestiges originels menaçant de disparaître sous nos yeux. Plusieurs environnementalistes soulignent que le changement climatique pourrait accélérer la dégradation du site. La fonte du pergélisol libère l'eau emprisonnée, creusant des fosses et exposant les fondations à la pourriture. Les tempêtes plus fréquentes battent la côte, emportant la tourbe sur laquelle reposaient les cabanes. Les archéologues pressentent que la fenêtre de conservation se referme. La mémoire tangible des débuts vikings en Amérique du Nord est peut-être sur le point de sombrer définitivement. Quel futur pour ces témoins silencieux entre la brume du passé et les vents du présent? Pourtant, la puissance de Lance aux Meadows ne réside pas seulement dans les objets retrouvés, mais dans les silences qui l'entourent. Le site montre ce que la présence viking n'a pas laissé. Une colonie permanente, un réseau de hameaux sédentarisés ou un récit inscrit dans les pierres. Les sagas, loin d'être corroborées dans la pierre, se heurtent au constat archéologique d'une installation courte, pressée, presque expérimentale. Qu'est-ce qui a fait échouer cette émigration? L'hostilité du climat, la résistance des autochtones ou simplement le désir de retrouver le foyer? La portée symbolique du lieu dépasse le simple témoignage d'une colonisation. Il incarne l'essence d'une expérience humaine faite d'audace, de renoncement et d'adaptation. Ces hommes et ces femmes sont partis pour un ailleurs, ont tenté de bâtir des pierres et du feu sur une terre inconnue avant de rentrer, laissant derrière eux un paysage semé de vestiges épars. Le récit de ces traces, fragiles comme une empreinte sur le sable, nous rappelle que l'histoire se compose aussi de ces empreintes qui s'effacent, de ces essais fugaces qui s'achèvent dans le silence. Dans le prochain voyage, nous partirons à la recherche des dieux méconnus de la mythologie viking, ces avatars sombres et secrets dont les récits ont été écartés des sagas officielles pour comprendre quelles divinités se sont effacées dans le passage du paganisme au christianisme. La flamme d'une torche vacille dans l'obscurité d'un temple de bois oublié, projetant des ombres tremblantes sur les poutres noircies. L'odeur de la résine mêlée aux spultas, aux effluves de graisse animale flotte dans l'air, tandis que le silence épouse le murmure lointain d'un ruisseau. Dans cette demi-lumière, on distingue à peine des formes grossièrement sculptées, figures aux traits effacés, initiales runiques à demi brisées. Ce lieu, jadis sanctuaire d'entités aujourd'hui perdues, porte le poids secret de cultes arrachés à la terre et recouverts par la mousse. Qui étaient ces divinités que l'on nommait parfois d'un souffle, par crainte de briser le pacte invisible entre le monde des hommes et celui des esprits? Parmi ces ombres divines se trouvait Ran, maîtresse des profondeurs marines. Son nom résonne dans quelques strophes de la Skaldskaparmal, mais ses autels restent introuvables.
On la craignait pour ses filets d'or noir tendus sous la proue des dracars, prêts à happer l'âme des navigateurs. Les chroniqueurs chrétiens, dans leur zèle, ont volontiers de transformer ces attributs en dangers à éviter, effaçant les offrandes déposées sur les rivages. Aujourd'hui, seuls quelques fragments de braise et des tessons d'amphores nordiques témoignent d'un rituel où l'on jetait dans la mer pain et bière pour apaiser sa colère. Quels chants, quelles prières rythment ces offrandes avant qu'elles ne se désagrègent dans l'écume. Un autre nom apparaît fugacement dans la Völuspa. Gulveig, l'écorché, souffre drapé d'or et de suie. Son histoire se mêle aux premières lignes du poème, évoquant une sorcière sacrifiée et purifiée à plusieurs reprises. Pourtant, après ces vers, elle disparaît, comme si l'on avait gratté son nom pour le faire sombrer dans l'oubli. Qui était-elle véritablement ? Une incarnation de Freyja avant qu'elle ne s'impose comme grande déesse de l'amour et de la guerre, ou un ancien esprit féminin doté d'une autonomie irréductible aux récits patriarcaux? Les runologues sondent encore le sens caché de ce mythe fragmentaire, cherchant à recoller les syllabes perdues dans les marges ambrées des manuscrits. La prose Edda mentionne des figures plus discrètes, presque accessoires, Saga, dont la demeure de pierre noire abritait les confidences d'Odin, Sjöfn, gardienne des sentiments, susurrant l'emportement amoureux, Snotra, patronne de la sagesse réfléchie, et Lofn, médiatrice des unions interdites. Ces noms, glissés sans explication dans un catalogue divin, ne donnent lieu à aucune épopée ni à aucun temple identifié. Les fouilles archéologiques n'ont livré ni statuettes, ni offrandes reconnues, ni traces de sanctuaires dédiés. Ont-ils existé en tant que cultes organisés, ou n'étaient-ils que des épiphénomènes poétiques, créations tardives d'auteurs monastiques cherchant à classer un panthéon désormais converti? Au-dessous des grands dieux évoluaient aussi des entités plus sombres, Fenrir, le loup géant, dont les chaînes brisées annoncent le crépuscule du monde, Jormungandr, le ver de mer, entortillant la terre de ses anneaux infinis, elle, reine des morts, dont le royaume de glaise et de givre abritait les âmes fatiguées. Bien que mieux documentés, ces êtres ne furent que partiellement exposés dans la lumière chrétienne. Elle devint diablesse écartée, Fenrir fut associé à des démons rapportés des écritures latines, et le ver se mua en symbole de l'enfer. Les récits originels, où l'on déposait jadis du blé et du vin à l'entrée de la grotte funéraire, ont été réduits à de simples avertissements, effaçant la nuance d'un culte aux accents chamaniques. Les pierres runiques offrent parfois un cliché frontal de ces dieux, un nom gravé dans la pierre suivi d'un laconique « en mémoire de » ou « pour la protection de », mais la plupart sont consacrés à Odin, Thor ou Freyr. Les divinités intermédiaires, gardiennes des transitions et des seuils, n'apparaissent donc que dans les textes bibliques réinterprétés, amalgamés aux archanges ou jugés hérétiques. Le chantier récent du temple de Upokra, en Suède méridionale, a révélé une série d'anneaux de bronze aux griffures curieuses associés à un bâton de procession recouvert de runes effacées. Quel rituel mystérieux s'y déroulait entre sacre d'entrée et protection des novices? Nous l'ignorons car l'église du XIIe siècle passa le site au feu purificateur, détruisant toute trace matérielle. Au sein de cette trame lacunaire naît un apparent paradoxe. Les dieux officiels ont survécu grâce aux monastères qui copiaient leurs noms pour les assimiler à des réalités spirituelles compatibles avec le christianisme. Les autres, plus étroitement liés aux pratiques rituelles et aux gestuelles secrètes, ont été priés pour disparaître. Ainsi, les divinités de la vie quotidienne, maîtresses des récoltes, des maisons, des échos de la forêt, se sont effacées, privées Thorstivé de leurs autels, de leurs iconographies. Les érudits d'aujourd'hui ne peuvent que ramasser ces miettes, tenter de reconstituer un panthéon morcelé. Dans le prochain voyage, nous sonderons les motifs secrets gravés sur les boucliers vikings, ces signes cryptiques fouillant la frontière entre art, magie et mémoire silencieuse, pour découvrir ce qu'ils nous racontent encore des croyances effacées. Sous la lumière vacillante d'une torche, la surface d'un bouclier viking se révèle dans toute sa complexité. Une toile circulaire tissée de motifs sinueux, parfois rehaussée d'ocre rouge, d'autres fois simplement gravée à même le bois. Le geste du graveur ou du peintre délicat et précis évoque un rituel suspendu entre l'artisanat et la magie. Chaque cercle concentrique, chaque entrelac serpentin semble aspirer le regard et retenir la pensée, comme si ces signes détenaient en un pouvoir mystérieux capable de protéger le guerrier ou d'ouvrir une porte entre les mondes. Que chuchotent ces figures au creux des yeux? Les seuls exemplaires complets
proviennent de tombes princières ou de dépôts rituels, comme ceux mis au jour à Gokstad et à Oseberg. Les fragments cirés et les rares photographies en noir et blanc restituent un des boucliers aux bordures cerclées de fer, dont la surface porte des spirales concentriques, des demi-spirales jointes et parfois la silhouette d'un animal stylisé. Ces formes rappellent les motifs dits de la griffe d'oiseau ou du serpent sinueux, omniprésents dans l'iconographie scandinave. Pourtant, loin des grandes pierres runiques, ces boucliers demeurent muets, dénués de toute inscription explicative. Et comment interpréter ces ornements dépourvus de légendes gravées? Parfois, on distingue, à la lisière de la peinture, de petites runes isolées, assemblées en bindrunes où plusieurs caractères se superposent. Ces signes compressés semblent composer un nom divin ou un mot de protection, mais leur lecture reste incertaine tant la patience du temps a rongé leurs traits. Les chercheurs débattent sur l'existence d'un mot d'ombre, gravé pour cloîtrer l'effroi ou canaliser la colère au moment du choc. S'agit-il d'une invocation à tort pour dévier les coups, d'un appel à Odin pour semer la terreur, ou d'un charme plus ancien, antérieur à toute forme de culte officiel? La couleur elle-même devenait un symbole puissant. Des analyses de pigments révèlent l'emploi de l'ocre, du charbon de bois et parfois d'une trace de verre, obtenue par broyage de malachite. Ces teintes n'étaient pas seulement décoratives. Le rouge évoquait le sang vital, le noir offrait un vide protecteur, et le vert rare suggérait la force vitale de la forêt. Les peintres vikings mélangeaient pigments et liant, graisse animale, résine de pin, pour assurer une adhérence durable. Mais l'usage répétitif, les intempéries et l'abrasion des combats ont effacé la plupart des couleurs, ne laissant plus que les empreintes fantomatiques de ce qui fut autrefois éclatant. Les influences régionales ajoutent une couche d'énigmes. Dans la région de Birka, on note des motifs de chevrons finement gravés, évoquant la lanière d'un arc ou la structure d'une fourrure. À Hedeby, certains boucliers portent des entrelacs très serrés, rappelant le style celtique des îles britanniques, sans pour autant copier directement les motifs insulaires. Ces échanges artistiques traduisent des contacts commerciaux et guerriers, mais aussi une volonté consciente d'emprunter le pouvoir symbolique d'un style étranger. Chaque motif importé perd pourtant son sens premier, se réinscrivant dans un langage codé, compris seulement par les initiés. Parmi les rarissimes exemples, on remarque le Valknut, 3 triangles entrelacés, gravés sur un bouclier d'un trésor retrouvé à Skåne. Lié à Odin et aux morts, ce symbole connote la promesse d'un passage protégé entre ce monde et l'au-delà. Inscrire le Valknut au centre d'un bouclier transformait la planche de bois en talisman, impliquant une dialectique entre vie et mort. Mais sa présence demeure isolée, suggérant une utilisation rituelle plus que pragmatique. Ce motif, rare sur les boucliers, invite à interroger la frontière entre protection offensive et invitation funéraire. Avec la christianisation, certains boucliers exhibent un croissant ou une croix simple, parfois imbriqués dans un cercle. Ces signes chrétiens ne remplacèrent pas immédiatement les motifs anciens, mais se surimposèrent, créant un dialogue visuel entre foi nouvelle et tradition païenne. Dans quelques sépultures tardives, on a retrouvé des boucliers arborant une double symbolique. Croix latine au centre, entourée d'entrelacs runiques sur le pourtour. Cet entrelacement témoigne d'une société en plein syncrétisme, où les guerriers conjuraient à la fois le pouvoir de l'Église et celui des anciens dieux. Les récits morceaux-poétiques offrent de brèves descriptions de ces boucliers peints. Les skalds évoquent parfois le héros écarlate, ruisselant des spirales de sang, ou le remprote-miroir d'encre, reflétant le soleil dans une mer de symboles. Mais aucun poème ne détaille le sens précis de chaque motif. L'image prime sur l'explication, l'effet de déstabilisation du guerrier ennemi surpris par le jeu de reflets importe plus que la signification ésotérique des formes. Cette absence de légende écrite renforce l'impression que les boucliers constituaient une langue vivante, parlée plutôt que lue. Au cœur de la symbolique guerrière, ces motifs exerçaient sans doute un double rôle. Dissuader l'adversaire en jouant sur la lumière et la perception et renforcer la confiance du porteur. Le bouclier devenait un talisman personnel, un fragment de monde intérieur projeté dans l'arène du combat. Toutefois, les textes survivants ne transmettent pas ces dimensions subjectives. Ils préfèrent de célébrer la bravoure et la force brute. Seuls les vestiges matériels, épargnés par les destructions volontaires, nous rappellent l'existence d'un langage visuel complexe, perdu entre deux époques. Les reconstitutions modernes, dans les ateliers de charpentiers d'art, tentent de raviver ces motifs énigmatiques.
À l'aide de traités du XIXe siècle et de quelques croquis d'archéologues, les artisans redonnent vie aux entrelacs, mais toujours sous réserve d'hypothèses. Chaque reproduction demeure un pacte fragile entre mémoire et invention. Le bouclier d'aujourd'hui ne sera jamais fidèle au bouclier d'hier, tant la connaissance de l'usage rituel et de l'impact psychologique nous échappe. Les chercheurs explorent désormais la possibilité que certains motifs fussent brevetés par des clans ou des guildes guerrières. Les études en spectrométrie de masse sur les pigments révèlent des mélanges particuliers réservés à quelques forges ou ateliers. Peut-être chaque motif séculaire associait-il artisans et porteurs, forgeurs et guerriers, dans un contrat symbolique scellé par la peinture. Mais l'absence de traces écrites et de signatures d'artisans nous empêche de valider ces hypothèses. Face à ces boucliers, le spectateur contemporain ressent un vertige. Comment déchiffrer un alphabet qui n'existe plus ? Les formes circulaires, les croix, les spirales invitent à une lecture intuitive, mais telle qu'une langue morte, elles ne possèdent plus que le pouvoir de suggérer. Le mystère persiste dans leurs empreintes effacées, dans la patine sombre de la peinture, dans les fissures où l'air s'engouffre. Dans le prochain voyage, nous nous plongerons dans les rituels oubliés du solstice nordique, ces cérémonies lentes et silencieuses, pratiquées la fiorametier, à la frontière du jour et de la nuit, qui accompagnèrent autrefois la naissance d'un nouvel âge solaire. Le ciel bascule lentement dans une lumière froide et diffuse lorsque le jour du solstice d'hiver s'annonce sur les landes glacées. Un silence profond enveloppe les forêts de sapins et les clairières couvertes de givre, comme si la nature retenait son souffle pour un instant suspendu entre la nuit la plus longue et l'aube renaissante. Autrefois, les communautés vikings célébraient sur ce seuil avec des cérémonies où le feu, l'eau et la pierre se mêlaient au chant grave des skaldes. Aujourd'hui, le souvenir de ces rituels s'efface, enfoui sous la neige et le passage du christianisme, laissant à peine quelques indices dans les récits fragmentaires et les vestiges dispersés. Les fouilles menées autour des anciens hameaux d'Uppland, en Suède, ont mis au jour des cercles de pierres alignés sur l'axe du lever du soleil au solstice. Ces pierres, disposées comme un cadran solaire primitif, portaient autrefois des marques peintes d'ocre, aujourd'hui effacées, qui indiquaient chant les heures sacrées. Les archéologues ont retrouvé, dans le sol compacté entre les blocs, des restes de brindilles brûlées, mélangées soit à des offrandes de grains et de baies. Ces dépôts, datés par radiocarbone autour de l'an 1000, suggèrent un pacte silencieux. En échange de la promesse d'un renouveau lumineux, la terre recevait son tribut avant de renaître sous le gel printanier. Quel chant, quel mot de pouvoir accompagnait le contact des grains contre la pierre ancestrale. Les sagas ne livrent que des échos de ces pratiques. Dans la Havamal, Odin exhorte les hommes à garder le feu sacré allumé pendant la nuit des âmes, pour conjurer l'esprit d'Ymir et célébrer la victoire de l'ordre cosmique sur le chaos primordial. Mais le texte ne détaille pas la forme exacte de la veillée. Les scribes chrétiens, plus soucieux d'effacer les superstitions païennes que de les documenter, se sont contentés de dénoncer ces veillées comme des « nuits de sorcellerie ». Les manuscrits islandais du XIIIe siècle montrent d'ailleurs des ratures à l'endroit même des passages décrivant des offrandes au feu, comme si un enlumineur avait voulu gommer des mots trop chargés de mémoire. Aux abords des fjords, les cairns de solstice gardent encore des traces de cordons de cuir et de mèches de résine. Ces cairns, érigés à l'orée de la mer, servaient main de phare rituel. Enflammés à l'aube première, après le solstice, ils guidaient loin les pêcheurs dehors, promettant la protection des Valkyriar et la bénédiction des Opiezo. Dans certains textes scandinaves tardifs, on mentionne la flamme de Freyr, un brasier géant alimenté par des bûches prélevées dans les forêts sacrées, avant que l'Église n'impose l'interdiction de couper ces arbres maudits au profit de constructions religieuses. Le bois précieux, jadis voué à célébrer la lumière, fut redirigé vers les charpentes d'église, tandis que les fosses à bûches en se comblèrent de terre sous un silence institutionnel. Dans les vallées isolées, des familles déposaient au solstice des cruches contenant de l'eau de source, censée recueillir la quintessence du soleil renaissant. Quelques fragments de vaisselle en céramique vernissée, trouvés dans des dépôts près de Ringbu, confirment l'existence de ces pratiques. Les analyses chimiques des résidus ont révélé des traces de miel, sans doute destinées à sucrer l'entrée du cycle végétal, selon une formule encore chuchotée dans les légendes locales. Mais aucun registre détaillé ne précise l'origine des abeilles capturées, ni la symbolique exacte du miel face à la rigueur nordique. Le chant des abeilles est perdu dans le vent de l'histoire. Le point culminant des cérémonies était la transmission du feu sacré,
torchère anthropomorphe façonnée dans le bois de frêne, sculptée de motifs runiques à l'intérieur. Bain de runes à la fois protectrice et incantatoire. Durant la veillée du solstice, chaque foyer apportait une torche allumée à la flamme mère et rejoignait un cercle commun. Le feu ne devait jamais s'éteindre, sous peine de jeter la communauté dans un hiver sans fin. Des récits tardifs mentionnent que des familles entières, accusées de sorcellerie héréditaire, furent chassées ou brûlées vives lorsque leur torche faiblissait, signe d'un pacte rompu entre l'homme et le soleil. Aucune trace archéologique de ces bûchers sacrés n'a été retrouvée, mais les mémoires orales racontent encore des aubes où les champs voisins étaient illuminés d'une lueur rougeâtre, avant que l'aube réelle n'apparaisse. Les pierres runiques elles-mêmes participaient au rituel. Certaines stèles, orientées nord-sud, portèrent des inscriptions latérales évoquant Thor comme sauveur du ciel éclipsé, et Skadi comme gardienne des monts enneigés. Mais sous la pression des évêques, ces vers furent lacérés et des croix furent gravées par-dessus, transformant les pierres solaires en jalons de procession chrétienne. Un relevé laser mené au début du XXIe siècle a mis au jour, sous les marques de croix médiévales, les reliefs affaissés des anciennes runes, libérant la parole gelée de ces dieux oubliés. Leur nom résonne désormais en écho, mais leur sens rituel reste obscur. Les historiens du folklore ont collecté, dans les régions montagnardes de Norvège, des contes de compagnies sombres. Ces ombres vêtues de peaux de loup qui dansaient au solstice autour de foyers improvisés avant de disparaître dans la forêt. Les anciens croyaient en que ces êtres, mi-homme, mi-esprit, incarnaient à la fois la part sauvage du monde et son renouveau. Leur danse, décrite comme un cercle tournant à l'envers, renversait les lois de la nature pour mieux les réaffirmer au matin. Mais quand l'armée du roi Christian IV s'installa dans les vallées, au XVIIe siècle, elle fit interdire ces veillées jugées païennes, et les danseurs furent assimilés à des brigands ou des hérétiques. Les chants furent bannis, les tambours brisés, ne laissant que des paroles murmures dans le vent. Certains vestiges matériels subsistent, discrets et fragmentaires. On a retrouvé des fragments de tambours runiques, peints de symboles lunaires au fond d'une habitation à Borg, sur l'île de Vestvågøy. Les cercles gravés à l'intérieur du tambour dessinaient un cadran cosmique, alignant les phases de la Lune et les passages du Soleil au solstice. Les musiciens vikings utilisaient entendre ces tambours, non seulement pour marquer le rythme, mais aussi pour synchroniser la respiration collective durant les veillées, créant une transe mesurée et contrôlée. Le son, plus qu'une musique, devenait un lien entre les vivants et les puissances célestes. Les dernières mentions de tambours sacrés se trouvent dans des récits de missionnaires danois, qui les qualifiaient de machines de sortilège et les firent en détruire systématiquement. Le paysage rituel comprenait aussi des bassins de pierre aménagés pour recueillir l'eau du dégel. À Grittingsholmen, une petite île lacustre, on a fouillé de larges cuvettes rocheuses aménagées par extraction et martelage. Ces bassins étaient isolés des rituels du reste de l'année, mais au solstice, on y plongeait un coussin imprégné d'huile parfumée, puis on le repêchait pour en extraire les molécules volatiles utilisées lors des banquets temps de minuit. Les analyses modernes ont retrouvé des traces de genévrier et de résine de pin, signe d'une mise en bouteille saprophytique, infusée de la mémoire des forêts. Aucun mot n'a survécu pour expliquer la signification de ces essences, guérison, divination, et les bassins, désormais engloutis par la végétation, gardent leurs secrets. Enfin, les festins solsticiaux, décrits par Adam de Brême au XIe siècle, évoquent des jambons fumés, des fruits secs, du fromage affiné et, surtout, de la bière épicée. Les cuves de fermentation, retrouvées dans les ruines du fort de Trelleborg, confirment l'importance quantitative de cette boisson. Les résidus de houblon et d'orge torréfiés, piégés dans le calcaire des jarres, montrent une fabrication en série, plus élaborée qu'une simple bière de ferme. Pourtant, les textes ne disent pas si cette bière était versée en libation aux divinités, partagée entre les participants, ou simplement bue pour marquer l'issue du pacte solaire. Le geste précis, la mesure consacrée, reste une question ouverte. Ces rituels oubliés du solstice nordique forment un kaléidoscope de sens et de silence. L'obscurité la plus longue de l'année, acceptée comme un seuil, se changeait en occasion de renouer avec les forces invisibles qui façonnent la vie et la mort. Aujourd'hui, seules quelques pierres alignées, quelques cendres dispersées et quelques runes éraflées portent la trace de ces veillées. Dans le murmure du vent sur les landes,
On peut encore entendre l'écho d'une torche qui s'éteint, d'un tambour qui s'arrête, d'un chant qui se dissipe dans la nuit au moment où l'horizon frissonne d'une lumière nouvelle.